Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire le débrief de la main card de l'UFC Fight Night 254 qui s'est passé à Londres le 22 mars aux horaires européennes. Bon, même si moi j'ai regardé ça de nuit comme un tocard parce que j'étais le seul jour où je suis invité, je suis jamais invité. Le seul jour où je suis invité, c'est le jour où t'as des horaires européens, tu sais. Donc j'ai dû faire une nuit blanche quand même. Ça s'est passé à l'O2 Arena. C'était pas une carte forcément qu'on allait débriefer de base, mais son déroulé a fait qu'on a eu l'envie de le faire parce que surtout il y a eu pas mal de choses qui se sont passées au sol et donc nous, vous savez, c'est notre domaine de prédilection, donc forcément il y a des choses à dire. Avant de commencer, on va parler de notre partenaire du moment avec Import Fight, un site de vente de textiles, de matériel de sport, de combat, que ça soit MMA, que ça soit grappling, que ça soit boxe, comme la Box Thai par exemple, avec des marques comme Corner, Primo, Hit and Move, des marques que l'on retrouve en France que sur ce site. Donc voilà, si vous voulez avoir du style avec des vêtements ou du matériel que les autres n'ont pas, notamment si vous êtes un aficionados de la boxe et que vous voulez avoir des pattes d'ours. Moi, j'ai toujours ces pattes d'ours là, tu sais, que je kiffe en format, c'est les turtles là, tu sais, c'est avec une carapace de tortue sur le dos de la patte d'ours. Donc voilà, si vous voulez sur vos vidéos Instagram, YouTube et tout ça, avoir des pattes d'ours stylées pour faire vos exercices au pad avec vos élèves ou vos amis. Écoutez, ça se passe sur Import Fight et vous avez un code promo Tatami10 pour 10% de réduction sur tout le site. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est des gens charmants en plus qui tiennent cette boutique en ligne, qui sont très commerçants, qui sont très arrangeants. Moi j'ai des élèves qui ont commandé chez eux et franchement ça s'est très bien passé. Donc voilà, on devient, tu sais, il y a un petit lien qui se crée avec David là en ce moment amical, donc c'est cool. Donc n'hésitez pas, le lien sera en description. Import Fight, voilà, vous avez plus qu'à cliquer. Mais après la vidéo quand même. On commence, on débute la main card avec le combat qui nous intéressait le plus sur le papier en tant que Français, puisque c'était Morgan Charrière contre Nathaniel Wood. Un combat qui s'est pas passé comme on l'aurait voulu pour le coup, parce que voilà, il y a pas de spoil, mais Nathaniel Wood s'est imposé sur ce combat. Déjà, que dire? Nathaniel Wood, il a été efficace très vite et il a créé le tournant du combat très rapidement en mettant knockdown en fait Morgan, tout simplement sur un échange. Et après, on va en parler, mais sur déjà des premières erreurs que j'ai vues de Morgan, un Morgan tu sais plus tempéré, qui démarrait lentement avec des kicks surtout, des échanges de kicks des deux côtés et d'un côté, tu as un Wood qui cherchait des kicks pour contrer en fait avec son anglaise. Tu sais, parce qu'en fait, très rapidement, on voit que Morgan, quand il kick, il a les mains basses. Et puis dans un échange, il se fait cueillir avec un bras arrière. Donc, Il y a une première alerte sur un low kick jambe arrière de Morgan. Il y a un crochet bras avant de Wood. Bon, il se trouve qu'il le bloque. Tu vois, il a la main bien haute sur le coup. Et puis sur le deuxième, ça passe, quoi. Sur le deuxième, il le prend plein pot, il tombe. ouais, Alors, il gère très bien bonne derrière. réaction. Ouais, très bonne réaction derrière. Ouais, bonne réaction parce que donc il prend la demi-garde profonde. Il rentre en dogfight d'abord. Tu sais, il rentre en dogfight. Ouais. Et après, c'est pas la demi-garde profonde, parce que demi-garde profonde, il aurait fallu charger l'adversaire. Mais tu sais, c'est un dogfight très profond, tu sais, où vraiment il a vu qu'il n'arrivait pas à remonter tout de suite. Enfin, il fallait qu'il récupère de toute façon. Donc, il colle sa tête à la hanche. Tu sais, en faisant vraiment rentrer très profondément, le temps que. Mais il essaye quand même, tu sais, de mettre une tension quand même sur la jambe opposée, celle qui est pas prise dans la demi-garde, tu sais, pour la tracter, pour essayer de remonter. Mais en tout cas, il a cette intelligence de venir très profondément, coller vraiment fortement Nathaniel Wood pour l'empêcher de dérouler son grand endpoint et de finaliser le combat. D'ailleurs, il a attaqué la guillotine aussi à ce moment-là, tu sais. Donc c'était très bien parce que plus tu rentres profond et plus tu as de chance quand tu prends la guillotine de pouvoir renverser la situation et de rouler avec ton adversaire parce que tu es sous son centre de gravité. Donc c'était très bien fait, très bien recomposé. Et t'as Nathaniel Wood d'ailleurs, j'ai lu ça tout à l'heure, qui disait qu'il était à ce moment-là, il était dégoûté en fait du fait que Morgan ait réagi et soit agrippé aussi vite parce que Ouais, ça l'a stoppé dans son finish, en fait, tout simplement au premier round. ouais, j'ai vu sa sortie. Il disait qu'il avait vraiment très bien réagi et que ça l'avait empêché de dérouler derrière.
Donc après, il s'ensuit la guillotine où, justement, tu t'en parlais, il arrive à renverser. Il se retrouve au-dessus. Bah, en fait, c'est sur la réaction de Wood. Parce que t'as Morgan qui remonte et t'as Wood qui cherche à sauter pour remettre son corps à l'opposé, tu vois, de la tête. Mais t'as Wood qui anticipe et qui le reprend dans sa garde, tu vois. Ouais. Non, j'ai dit n'importe quoi. Non, ouais, j'ai pas compris. Morgan, il remonte. Il cherche à sauter pour mettre son corps à l'opposé de la tête, c'est ça. Oui, non, c'est bon, j'ai relu ma note. En fait, t'as Morgan qui remonte et il y a toujours la guillotine. Donc en Mhm. fait, il y a Morgan qui intelligemment en fait se met en poirier, tu sais, pour essayer de mettre son corps à l'opposé de la tête, tu sais, pour défendre. Parce que pour Mhm. défendre la guillotine, il faut que Pas ton ton corps intérêt. soit de l'autre côté. Il faut pas que ta tête et ton corps soient du même côté, sinon la guillotine, elle est là. Et t'as Wood qui reprend la garde, en fait, qui anticipe bien, qui écarte ses jambes pour reprendre Morgan dans sa garde, mais il finit par sortir sa tête. Donc et après, t'as le grand endpoint de Morgan, mais t'as toujours un Wood qui est dangereux, parce qu'il attaque le triangle. Il Ouais, essaye en tout ouais, cas. parce que Grand Endpoint de Morgan, c'est bon, ça reste très léger quand même, hein. Ah oui, oui, très rapidement, il se fait réattaquer. Tu vois, t'as une tentative de Grand Endpoint de Morgan, et très rapidement, t'as Wood qui monte sur le triangle, tu vois. Mais toujours bien défendu par Morgan, qui laisse les deux bras dedans, c'est pour le repousser. D'ailleurs, ça, tu sais, c'est des situations où t'es en défense, mais à la fois, tu peux vite te faire bloquer. Enfin, tu vois, tu peux En vite fait, être dans c'est la ça. merde dans ces C'est situations-là. ça. Alors, bien défendu, oui, parce qu'il se fait pas finaliser. Mais tu sens quand même que c'est quand même bien engagé, tu vois. On n'est pas Mm. vraiment sur un début de travail. On est sur quelque chose qui peut vite devenir problématique en. Tu vois, la moindre erreur, c'est d'ailleurs pour ça qu'il reste immobile un moment, hein. C'est parce qu'il sait que le moindre faux mouvement et tu rentres dans le triangle et c'est foutu. Oui, c'est ça. En fait, tu as deux choix quand tu es pris dans un triangle comme ça et que tu as les deux bras. C'est soit tu arrives à nager dedans pour revenir dans la garde, soit tu arrives à sortir avec un peu de rotation, tu vois, comme ça. Le problème, c'est que quand tu choisis le côté sortie, souvent, bah, ton bras qui te permet de défendre, en fait, il va s'échapper. Et puis, en fait, si ton adversaire il a un bon contrôle du bras nécessaire pour le triangle, bah, tu tombes dedans. Donc, dans ce cas-là, vaut mieux mettre la pression, ce qu'a très bien fait d'ailleurs Morgan, hein, tu sais, en mettant la pression sur lui pour essayer de revenir dedans. Sauf que bon, bah, t'exposes ta tête et ça a été bien exploité par Wood qui a envoyé des coudes, en fait, tout simplement dans cette situation. Parce que ça, c'est pareil. Le fait d'envoyer des coudes, ça te fait prendre un mouvement de recul, ce qui fait que tu peux tomber encore plus facilement dans le triangle. Tu vois, donc Wood, hein, on l'avait dit de toute façon, c'est quelqu'un qui gère très bien le sol, hein. Deux victoires au Polaris sur deux combats. Enfin, tu vois, quand même pas mal de soumissions à son actif. C'est quelqu'un qui est bon dans le domaine, qui est bon dans le domaine du grappling. Néanmoins, Morgan sort. Donc, et c'est là où il envoie un peu plus de grand endpoint, tu vois. Il y a vraiment, c'est à ce moment-là, sur la fin du fight, où il envoie un peu Ouais, plus de mais, grand endpoint, mais c'est pas non plus. ouais, mais ça reste, en termes de frappe, ça reste équilibré parce que Wood, il frappe aussi, il est actif du dessous avec ses coudes. Et puis très vite, il rattaque, alors ça donne rien, mais il rattaque une Kimura. Tu sens quand même qu'il y a une volonté de. Il y a une recherche de finish constant. En tout cas, de travail constant. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bah, je pense qu'il voulait faire le spectacle devant son public de toute façon. Tu vois, il voulait vraiment aller chercher le finish sur Morgan, tu vois, je pense. Donc, surtout grisé par ce point arrière, tu sais, qui avait touché durement, tu vois. Donc, il Ouais, s'est dit, bon, je lui laisse pas le temps de récupérer. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il a attaqué beaucoup, c'est parce qu'il voulait pas lui laisser le temps de récupérer. ouais, ouais, ouais. Bon, après, pour le coup, je pense qu'il a quand même assez vite récupéré Morgan. Oui, Après, oui. ça a plus affecté son mental, cette frappe au premier round, que son état physique. Moi, je pense parce que derrière, il a eu du mal à se relancer. Tu vois, dans le round 2, tu sens que. Enfin, à partir du round 2 même, tu sens qu'il lance, mais sans conviction. Enfin, tu sais, il a du mal à trouver son timing, sa distance. En plus de ça, on a un Wood qui met en place une boxe qui était très intelligente avec des feintes de front pour rentrer en ligne directe ou en crochet avec ses jabs, notamment ses jabs qui étaient magnifiques, une vitesse de jab qui était folle et surtout un coup d'œil. Oh, le Parce que, timing. en fait, à chaque fois que Morgan envoyait un jab, il y avait une esquive et derrière, il remisait dans la foulée. Et tu voyais, tu sais, on a tous vécu ça en boxe anglaise. Tu sais, enfin, moi, je l'ai vécu quand j'allais boxer en boxe anglaise pure, où ta tête, c'est une poire. C'est Tu prends le exactement jab et ça. ta tête, elle part.
C'était exactement ça. Tu voyais Morgan qui prenait tous les jabs plein pot et qui, lui, avait du mal à les installer, en fait, tout simplement, à installer son anglaise, du moins. Ouais, c'était hyper frustrant, franchement. Alors, sur les 2 premières minutes, je note quand même une envie de Morgan d'aller plus au contact. Tu vois, il commence à chercher le corps, il travaille au corps sur des crochets, middle. Il y a une tentative, tu sais, de créer le contact pour créer un peu de bagarre. Mais sur le long terme, ça tient pas. Tu vois, ça tient environ 2 minutes. Et puis après, il se met lui-même au rythme de Wood. Ça veut dire qu'ils sont face à face et il y a des échanges de frappes, mais quasiment sur une frappe. Et à ce jeu-là, Wood, il est bien plus rapide, bien plus précis. En fait, il a fait ce que Wood voulait. Tu vois. Là où il aurait dû emballer le combat, ce qu'on avait dit dans la preview. Après, peut-être une erreur stratégique parce qu'il me semble avoir lu que dans son coin, il voulait contrer Wood, tu vois. Sauf que Hmm. se placer en contreur sur un mec qui est beaucoup plus rapide, parce que pour le coup, il était beaucoup plus rapide, ça s'est tout de suite vu, c'était pas la bonne solution. En fait, de ce que j'ai vu, c'est que il voulait aller à contre-pied de ce que s'attendait Wood. Justement, il s'attendait à ce que Morgan lui rentre dedans, qu'il fasse un fight à bonus, tu vois, pas comme il a fait jusqu'à maintenant. Et donc ils se sont dit, bah on va le prendre à contre-pied et puis on va temporiser un petit peu plus. Sauf que le problème, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est le manque de vitesse. Et puis c'est surtout, j'ai l'impression, dénaturer le style de Morgan actuel, tu vois, qui est un boxeur, enfin, tu vois, qui est un combattant où il faut qu'il aille à la guerre, en fait, tout simplement. Quand je dis aller à la guerre, intelligemment, parce que il se précipite pas et tout ça, mais en tout cas qu'il soit le chasseur, tu vois, et non le chassé. Et le Ouais. problème, c'est que dans ce combat-là, les rôles se sont inversés et ça a été la proie plutôt que le chasseur assez rapidement. Et même quand il shootait, tu vois, parce que dans le round 2, tu vois, il shoot 2 fois. Première fois défendu et deuxième fois, il prend une guillotine. En fait, très rapidement, et la guillotine, c'est pas forcément pour la finaliser, mais pour renverser la situation avec un Par le Morgan qui a modificateur. bien tourné, hein, encore une fois. Mais tu sens que à chaque fois, et tu me le disais en off juste avant, il y avait un temps de retard dans la prise de décision de la part de Morgan par rapport à celle de Wood. Ouais, ouais, bah surtout au sol, tu vois, où il est à l'initiative de rien. En fait, il est toujours en défense. Alors, c'est très bien fait, c'est bien défendu. Tu sens, tu sens rapidement que Wood, il va pas le finaliser sur ses tentatives, mais ça lui permet à chaque fois déjà d'être actif, donc de scorer, et en plus de prendre le lead et de renverser à chaque fois, et de remonter, et de dominer tout simplement en fait. Ouais, je suis d'accord parce que Morgan, il a un très bon sol, mais c'est encore une fois, on l'a dit, c'est un sol qui n'est pas offensif. Tu vois, je l'avais dit dans la preview, c'est du contrôle, c'est du grand end pound, c'est de la réaction, c'est tu vois des très bonnes sorties. Pour le soumettre, c'est très compliqué, hein. On va pas se mentir, il est très bon dans la défense, mais c'est vrai que c'est pas. Mais ça, malheureusement, ça changera pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que quand ta nature elle est défensive, tu peux l'améliorer un petit peu, mais c'est pas quelqu'un qui va aller chercher la soumission. Tu vois, j'entendais sur Mandal Big John qui disait dans la preview, quand ils ont fait la preview, je vois bien Morgan sur une guillotine. Tu vois. Non, Morgan, il a mis 3 soumissions en carrière, et sur ces soumissions, il y en a deux c'est des clés de talon, et une, c'est un étranglement arrière, et c'était il y a très longtemps. Donc, son cheminement ne s'est jamais fait dans ce sens-là. C'est vraiment quelqu'un qui maîtrise très bien le sol, mais, euh, mais plus en réaction plutôt qu'en proaction. Tu vois. Ouais, Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est plus un striker. C'est un combattant complet, mais c'est plus un striker dans ce qui fait sa réussite, on va dire. Pas dans le combat au global, mais dans ce qui fait sa réussite, c'est plus un striker. Mais c'est un striker qui va aller chercher du dégât, qui va faire mal, qui va être dominant, qui doit avancer tout le temps sur son adversaire. Et là, je l'ai trouvé, même si là, il y a quand même dans le round 2, c'est un coude qui était sympa en sortie de clinch, mais je l'ai trouvé trop timoré, tu vois, dans sa manière de combattre. C'est-à-dire que c'était plus à distance, tu vois, on voit il envoie des kicks, mais même dans le jeu de kick, finalement, c'était très limité. Tu avais front, jambe arrière, middle ou low kick, jambe avant, tu vois, et tu sentais qu'il n'y avait pas cette recherche d'aller plus loin. Tu sais, comme s'il voulait envoyer très fort, très lourd, très dur, parce que sur son kick, jambe avant, il envoyait du lourd, tu vois, il envoyait fort, mais que tu n'avais pas cette recherche de continuité ou de feinte ou de créer quelque chose autour de ça. Tu c'est vois, ça. c'était des coups isolés, il rentrait et il osait plus rentrer véritablement, tu vois. C'est euh, c'est vraiment ça. Et en plus, son middle jambe avant, il tombait souvent sur le coude. Tu vois, il l'envoyait très droit. Pas, enfin,
pas, tu sais, pour Ouais, aller chercher les côtes, mais vraiment très droit et il était très hermétique, Wood. Donc il aurait peut-être fallu le setuper d'abord, tu vois, faire monter la garde, envoyer un point arrière d'abord, tu vois, ou quelque chose comme ça, pour ensuite monter sur le middle, tu vois, faire monter la garde. Mais ouais, je l'ai trouvé à côté de lui, en fait, tout simplement. Pas passer à côté de son combat, mais que c'était comme si il y avait un truc qui l'avait empêché d'avancer, parce que t'as Johnny Frachet qui lui hurle de foncer, d'avancer sur lui, mais comme si, tu sais, il s'était mis dans un mode j'avance pas, attentiste, et qu'il avait jamais réussi à en Là, sortir. ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est dommage parce que Morgan, c'est une énorme expérience dans la cage. Donc, quand une stratégie ne fonctionne pas, tu sais que. Et puis, en plus, c'est plus facile dans ce sens-là parce que on lui demandait juste de revenir à son style habituel. Là, c'est plus dur de tenir ton game plan quand c'est pas ton style. Et pourtant, là, il a réussi à le tenir sur 3 rounds. Maintenant, ouais, je pense que Tu sais, après, il y a des trucs que quand tu es dans la cage, tu ressens et que à l'extérieur, tu comprends pas. Je pense que ça allait trop vite. Il sentait, en tout cas, il devait sentir le danger. Il l'a vu sur le premier round. Il devait se dire, si je rentre, je vais me refaire connecter. Voilà, il l'a joué plus safe, en fait. Il l'a joué plus safe, c'est ça, c'est exactement ça. Cette peur de prendre le KO. Maintenant, quand tu as un jeu qui amène la guerre, faut que tu sois prêt aux conséquences de cette guerre, tu vois. C'est soit t'es Ouais, ouais. timide et tu boxes à distance, soit t'es quelqu'un qui rentre dedans et dans ce cas-là, tu sais que tu vas en prendre. Surtout qu'en plus, il a un bon menton quand même, Ouais. tu vois, Morgan. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et surtout que tu vois, en plus, dans les dernières secondes du round 3, il accélère. Il envoie des coups retournés, coups de poing retournés, tout ça. Et là, tu sens que il met plus sur le reculoir à Nathaniel Wood, et c'est peut-être ça qu'il aurait fallu faire. Mais malheureusement, c'est trop tard, en fait. Il nous a fait une Strickland. Malheureusement, il nous a fait une Strickland, tu sais, où dans les 30 dernières secondes, il lance une accélération. Alors, Et ça, c'est elle était pas, plus, c'est pas le chemin à suivre, quoi. Il faut le faire plus tôt. elle était plus visuelle qu'autre chose, l'accélération. Parce qu'il n'y a aucun coup qui touche, hein. Oui, mais tu te dis que s'il se met plutôt dans ce mood-là, tu sais, de marche avant, peut-être qu'il pourrit un peu le combat avec, justement, tu vois, moins de coups propres, c'est-à-dire moins chercher le jab ou le kick Ouais, parfait, tu bah vois, oui, non, mais et qui sur se ça. met en fait à mettre de l'incertitude et à casser en fait le rythme, tu l'as dit, hein, le rythme de Wood qu'il avait mis en place, le jeu de Wood, la distance de Wood, la temporalité de Wood, tu casses un peu tout ça. Et derrière, tu peux peut-être en fait aller reprendre ce temps d'avance qui te manque en fait, tout simplement. C'est ça. Il fallait casser le rythme et il n'a pas réussi sur ce combat. Donc, victoire unanime de Wood dans un combat géré parfaitement, hein. Parce que pour le coup, il s'est rendu le combat facile, Nathaniel Wood. Il n'y a eu Ouais, aucune prise je de suis d'accord. risque. Il y a eu, tu sais, je pense que quand il a compris qu'il finirait pas sur le premier, et que passer cette frustration de j'aurais pu le finir mais je vais pas le finir. Après, je sens pas de tentative non plus de chercher à le finir. Il se contente de travailler tranquillement à son rythme et puis il prend les 3 rounds comme ça. Ouais, puis en plus, je pense, j'ai vu, ouais, il fait un 30-27 x 3 pour les trois juges. Et j'ai cru voir il avait un doute sur le fait d'avoir le pied cassé ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc, qu'il allait vérifier ça là, enfin, en rentrant chez lui, tu vois. Mais donc, ça peut expliquer aussi pourquoi derrière, il a déroulé son combat, tu vois. Ouais. Ah ouais, non, mais stratégie parfaite. En tout cas, Morgan, très lucide hein, sur le coup. Il n'y a pas d'excuse, rien. Il vient, il dit qu'il va retourner au charbon, qu'il va revenir, et on a confiance en lui. De toute façon, tu l'as dit tout à l'heure, il a de l'expérience. Il est bien entouré, que ça soit d'un point de vue technique, que ça soit d'un point de vue mental, parce qu'il y a Eric Cara, donc de Fréquence MMA, qui le suit sur justement la partie mentale aussi, en coach mental. Donc voilà, je sais que le travail va être fait pour le faire revenir dans les meilleures conditions. C'est pas cette défaite, elle est pas grave en soi parce que voilà, il a fait le taf avant pour être dans les petits papiers de l'UFC. Il Ah, a fait le taf pendant aussi parce que avec sa communication, soit disant que sa communication elle était très validée justement par l'UFC avec cette petite vidéo qu'il avait fait en mode hooligan et tout ça, genre je viens chercher enfin, en mode foot un peu, tu sais, sur les codes du foot, tu vois, hooligan où je viens chercher les Anglais sur leur terrain.
Écoute, moi, ça m'inquiète pas pour la suite pour lui à l'UFC, même s'il a 2 Non. victoires, 2 défaites, En mais il fait, a 3 bonus. Tu vois, c'est. le seul petit problème, c'est que je pense qu'avant renégociation, parce que là, on est clairement, le premier contrat, c'est 4 combats. Donc là, il va Ouais, renégocier. Tu vas partir sur une victoire, c'est mieux. Ce que tu poses sur la table, c'est mieux pour renégocier. bien Donc sûr. voilà, financièrement, peut-être qu'il va perdre un peu d'argent. Maintenant, est-ce que l'UFC veut le conserver? J'ai pas trop de doutes sur ça. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et après, le financier, en fait, tout dépend, parce que ça dépend ce que l'UFC met dans la balance aussi, tu vois. Si c'est le côté spectacle. Alors, c'est vrai que ce combat-là, bah, côté spectacle, il n'y a pas eu, malheureusement. C'est peut-être ça qui fera défaut. Mais côté spectacle, il est là, tu vois. Et côté, il le dit lui-même, lui, tu sais, il veut marquer son nom dans l'organisation, il veut atteindre un top 15. Tu vois, dès le début, avec l'UFC, je pense que c'est acté que c'est pas forcément quelqu'un qui se dirige vers le titre. Si ça vient, ça vient. Mais tu vois, il le dit lui-même. Mon objectif, c'est pas forcément le titre, c'est de marquer mon nom dans l'organisation et dans l'histoire de la discipline, tu vois. Donc, euh, donc l'UFC, sachant ça, tu vois, ça peut. En fait, dans la négociation, ça peut se passer un peu différemment, tu vois ce que je veux dire? Ouais. De toute façon, Morgan, il veut clairement que l'UFC. Oui, oui, oui. Ouais, il l'a dit, j'ai eu des propositions beaucoup plus intéressantes financièrement ailleurs, et c'est pas ça qui m'importe, c'est l'UFC. De toute façon, Morgan gagne sa vie par les réseaux sociaux. Donc, enfin, il n'a pas de problème financier, tu sais, comme d'autres combattants qui sont soumis que à leur réussite dans la cage, tu vois. Puis il a fait 150 000 de toute façon de bonus, donc on va pas se mentir, ça va, ça va, ça va. Ça va. Il a de quoi rester à l'UFC, même si le contrat n'est pas aussi alléchant qu'il aurait pu l'être avec cette défaite. Donc bon. On enchaîne avec Jordan Vucenic contre Chris Duncan. Vucenic, qui est d'ailleurs un ancien adversaire de Morgan, qui l'avait battu un peu litigieusement, on va dire, quand ils étaient au Cage Warrior. Bah écoute, Vucenic, hein, qui n'est pas dans des bonnes conditions de réussite, on va dire, à l'UFC, c'est pas une organisation qui lui plaît énormément. Donc je sais C'est pas deux si c'est défaites. la Ah, KT, parce qu'il est monté de KT. attends. Oui, Ouais, c'est pas. Mais l'adversité, elle est tout autre. oui, L'adversité qu'a eu Vucenic, elle est tout autre que celle qu'a eu Morgan. ouais. Enfin, après, je t'avoue que je suis pas trop sa Ah carrière non, non plus, donc c'est un autre vas-y. monde là. Parce que les victoires de Morgan, c'est Zekini et l'autre, je sais plus. Mais c'est très, 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 très loin. Et bon, les défaites, c'est Marescal qui est un très bon combattant et Wood qui est un très bon Mhm. combattant. Mais Vucenic, sur son premier combat, il prend Guram Kutateladze. C'est le Géorgien, le pote de Ramzat. Même qui avait affronté Ouais, Gamrot à son arrivée. Qui, lui non plus, n'a ouais. pas un palmarès de ouf. D'ailleurs, il a perdu sur cette carte. D'ailleurs, on en C'est touchera un celui qui mot. était coaché par Voilà. Ilia Ouais. et. Ouais, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce que tu en as pensé, je fais une petite aparté, mais je trouve J'ai pas vu le ça. combat, il faut que je le vois. Non, je Je veux parle voir le pas du combat. combat. Je parle du fait d'avoir dans son coin que des combattants, en fait. C'est-à-dire que le mec n'avait pas de coach. Ouais. Le mec n'avait pas de coach. Donc, le fait d'avoir que des stars, oui, c'est bien, c'est beau, mais C'est de l'image. c'est de l'image. Ouais. Ça, c'est ouais, une erreur, je trouve. Bref, revenons à Vucenic. Donc, oui, il a donc deux combats à l'UFC, deux défaites, mais quand même contre du solide. Oui, oui, oui. Non, mais non, là-dessus, on est d'accord. Mais là, c'est pas passé. Non plus. C'est pas passé. Alors, il s'est rattrapé dans le combat, parce que dans le round 1, il est clairement dominé, hein. Donc, avec un. En fait, ouais, comment dire, déjà il y a un knockdown qui est mis en place par Duncan très rapidement avec un bel enchaînement J'aime jambe arrière beaucoup, point arrière j'aime qui beaucoup est, ça. qui est, qui est magnifique. Ouais, franchement c'est pas Ça mal, ça marche. surprend. Ouais, ça marche super bien. D'envoyer la jambe une jambe et le bras du même côté. Tu vois, quand la jambe redescend, t'envoies le bras avant même que ton pied ait atterri au sol. Ça surprend de ouf. Et il a quand même réussi à dégager de la puissance hein, sur sa frappe, alors qu'il y avait peu d'élan, tu vois. Mais Duncan, de toute façon, tu sens que c'est beaucoup moins structuré, enfin beaucoup moins orthodoxe au niveau de sa boxe, mais Hmm. tu sens que c'est lui le plus dangereux. Moi, je le sens comme ça dès le début. Je sens qu'il est dangereux, en fait. Tu sens déjà que c'est puissant, ça frappe fort. Ouais. Les angles, ils sont un peu chelous, ses entrées, elles sont un peu cheloues. Mais c'est le genre de profil où, voilà, tu as besoin, et c'est ce qu'il fait Vucenic, hein, il analyse.
tu as besoin de capter un peu le jeu du mec en face. Sauf qu'il lui laisse pas le temps. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, ça me fait penser un peu à Vettori, première mouture, tu sais, qui envoyait ce type de frappe avant de commencer à boxer plus proprement, tu vois. Et c'était là où il était le plus efficace, bien sûr. Nous, on le dit depuis longtemps, hein, Vettori, première mouture, c'était la plus efficace en boxe, tu vois. Et d'ailleurs, on va dire que sa carrière, elle a fait un down à partir du moment où il s'est mis à boxer correctement. Il a mieux fait de rester comme il était à la base, quoi. Et en plus, un Duncan qui prend très rapidement, qui suit et qui prend la guillotine. Mais t'as un Vucenic qui sort et qui recompose la garde fermée. Donc, attends, En gros, il se passe que ça. Ouais, et derrière, ouais, il n'y a pas que ça parce qu'il y a la projection. Tu sais, quand Vucenic il se remet debout, il se met en turtle, il arrive à se remettre debout et t'as Duncan qui le ceinture et qui par derrière vient mettre le bras entre les jambes, tu sais, pour l'arracher et le replanter dans le sol. Ça m'a fait rire parce que je l'ai montré la semaine d'avant, je le montrais à mes élèves ça. Quand t'es en ceinture arrière et que le mec attaque la Kimura, parce qu'il essaye de prendre une sorte de saisie Kimura, tu vois, tu transitionnes entre ses jambes et t'arraches. Heureusement, il n'est pas tombé sur la tête parce que en fait, c'est l'amener qu'avait pris Namajunas contre, Oui, je sais plus comment ça contre s'appelle. Andrade, Jessica Andrade. C'est exactement celle-là. Hein. Elle attaque la Kimura, elle se fait arracher, elle se fait planter sur le crâne et elle est KO. Donc ouais, Kimura, c'est pas forcément une bonne option, sauf quand on s'appelle Francis Ngannou, quand on est ceinturé à l'arrière. Non, ça dépend. Écoute, j'ai vu le film Warrior hier et il le fait souvent dans le film. Ah, qu'est-ce que je kiffe, j'ai pu le revoir, franchement, il est magnifique ce film. Bref, c'était d'une aparté. Tu sais, on parle d'anglais, il y a Tom Hardy, c'est pas en anglais, mais bon, c'est pas grave. Ouais, non, en fait, franchement. Mis à part cette amenée, on reste sur quelque chose de où Vucenic, il n'arrive pas à se relever. Tu vois, la seule fois où il arrive à se relever, il se fait ramener assez facilement derrière. Mm-hmm. Et on reste au sol. Hein. Avec Duncan, par contre, je sens que Duncan, il est bon au sol. Hein. Il est bon au sol et puis tu sens qu'il a des contrôles forts et en plus de ça, enfin tu le vois matraquer avec ses genoux les côtes de Vucenic à l'arrière, tu vois, et ça aussi ça fait mal, ça use. Ouais, ça fait mal, même les cuisses. Hein. C'est bien travaille fait. bien sur les cuisses. De toute façon, c'est très simple. À partir du moment où ça te force à changer de position, et tu le vois, hein, il y a des combattants sur les coups comme ça, ils restent impassibles. Ça veut dire que tu peux gérer. Lui, dès le premier ou le deuxième, il cherche, tu vois, tout de suite à bouger sa jambe parce qu'il n'en peut plus. Donc ouais, tu sens que ça fait mal. Duncan, c'est puissant. Donc il prend le premier round Duncan, c'est facilement. puissant. Ouais. Oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et franchement, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas mal. En tout cas, c'est un premier round, moi, qui m'a beaucoup plu pour tout ça. Et surtout qu'en plus, Duncan, il repart deuxième round, tu sais, vraiment dans la même logique avec un gros double leg pour passer dans le dos. T'as vu Vucenic qui roule, qui saute pour rouler. Ça, j'aime cette sortie. Tu sais, parce que t'as une chance sur deux, soit de revenir sur ton adversaire ou alors qu'il lâche, qu'il dégrippe. Mais c'est là où tu vois encore la puissance de Duncan Ouais, qu'il ne le lâche pas. qui le lâche pas, en fait. Il ne le lâche pas et Suit, qu'il en suit fait. bien en plus. Ouais. Non seulement il ne le lâche pas, mais il tourne dans le bon sens pour remonter sur lui. Non, non, je sais, c'est un mec du sol, Duncan? Bah, je sais pas. Mais en tout cas, visiblement, il maîtrise bien son sujet, ouais. Ouais, non, c'est fort. Et t'as vu Vucenic même qui prend la guillotine mais ça sort facilement. En fait, tu sens que même dans les défenses, il est là, quoi. Enfin, tu sais, dans le scramble qui s'est passé suite à ça, tu sais, il arrive à prendre la guillotine parce que souvent, justement, quand tu roules, que tu reviens, tu peux aller la chercher la guillotine. Et donc il a eu raison de la tenter, mais c'est sorti facilement. Ça se relève et c'est là où je vois un Vucenic, tu vois, qui commence à Ah trouver ouais, sa c'est ça. distance en boxe. C'est ce que je Ah, note. c'était C'est que mais tu sens que Duncan, je pense que ça fatigue un peu. C'est moins rapide. Plus le combat ouais, va avancer, plus tu vas voir justement la différence technique debout. Et tu as un Vucinic qui commence à avoir un peu de succès en anglaise, qui commence à esquiver les coups que Duncan lui envoie, il passe en c'est dessous. ça. Et là, tu te dis, OK, là, moi je le sens où il y a une inversion et il va commencer à accélérer, à le toucher. Et il se Et là, place, et là, va savoir pourquoi. mais va savoir pourquoi. Ouais. Il shoot. Double leg, il Il shoot. shoot. Le mec vient de se faire rouler dessus un round d'ennemi au sol et il va chercher le sol. Et il plonge de loin en plus. Tu sais, c'est pas Ah ouais, setupé, il il plonge de plonge dans tellement les loin. jambes, mais non, mais c'est un truc de ouf. Tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Tu Il se viens fait de Khamzat. prendre une guillotine.
Tu vois, c'est ça. Tu viens de prendre une guillotine, tu viens de te faire rouler dessus au sol, tu plonges dans les jambes. D'ailleurs, ça sera un peu le fil rouge de la soirée, ce genre de conneries. Ouais. Donc, tu as Duncan qui sprawl, qui prend le front headlock. Bon, tu as Vucinic qui sort. Et Vucinic qui va saisir. Alors, c'est là aussi l'erreur, encore une fois. C'est-à-dire, il saisit le middle, tu vois. Et puis, il essaye de crocher la jambe. Il vient pousser à la cage. Alors, tu sais pourquoi il pousse à la cage, je pense. Enfin, je pense qu'il avance avec lui, mais tu vois dans le ralenti, il prend une frappe, ce qui fait que comme il prend le direct et qu'à mon avis, même que dans cette position-là, Duncan frappe très dur. En fait, pour éviter d'en prendre plusieurs, il vient et il se colle. Sauf qu'il se colle trop bas, il se colle au niveau des hanches. Pourquoi il l'a pas lâché tout simplement la jambe? Parce qu'il se dit, je sais pas moi, il se dit, je sais pas. Mais pourquoi il a shooté 2 secondes avant, tu vois? Ouais, mais Donc, c'est bien ça le problème. Et surtout que il n'a pas été sonné. Tu vois, en fait, c'est pas un coup qui a précipité cette décision de shooter. On est sur une phase où il commence à dominer. Vraiment, c'est inexplicable. inexplicable. Fight IQ 0. Ce qui fait que derrière, Duncan, il prend la tête, il saute la guillotine, et puis il vient faire taper tout simplement son adversaire, parce qu'à mon avis, il a une force de mule aussi dans les bras. Parce que techniquement, la guillotine, elle est pas super bien installée. Enfin, tu sais, les mécanismes de la guillotine, en plus, c'était une guillotine avec le bras, tu sais, le bras pris. Et normalement, sur cette guillotine-là, tu dois vraiment resserrer. Il y a quand même des anomalies sur certaines personnes qui font des mouvements que eux seuls arrivent à faire. Et visiblement, c'est une guillotine qu'il a déjà mis à son combat précédent, tu vois. Exactement la même. Ouais. Donc ça veut dire qu'il a trouvé l'angle. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'il maîtrise bien, tu vois. Lui, il la maîtrise, mais ça va à l'encontre de tout ce que tu dois faire normalement quand tu mets une guillotine avec un bras. Parce que normalement, justement, tu prends la guillotine avec le bras, tu viens ressortir un petit peu côté sous l'aisselle, justement, pour être vraiment sous la gorge, et tu viens resserrer, le tasser. Et lui, au contraire, il est venu, il a tendu tout ce qu'il pouvait. Donc, je suis même pas sûr que vraiment la douleur, enfin, que ça soit vraiment le manque d'air. Je pense que il doit te mettre dans un étau de malade qui fait que, tu sais, cervical, tout ça, qui fait que ça tape. C'est possible. En tout cas, ça tape. En tout cas, ça tape. Mais techniquement, c'est pas super propre. Mais bon, on s'en fout. En fait, comme je dis souvent, tant que ça passe, ça passe. Donc pas de problème. Il fait taper round 2, justement, Vucenic. Il remporte ce combat. Rien à dire de plus. À part que Vucenic, fight IQ 0 sur ce combat-là, quoi. Il aurait pu s'assurer un combat peut-être beaucoup plus facile. Et comme tu l'as dit, avec un Duncan qui était en train de fatiguer parce qu'il a donné beaucoup d'énergie. Écoute, surtout quand tu sais que tu es en round 2, tu vois, tu gagnes le round 2, tu gagnes le round 3, tu as gagné le combat, quoi. Il a voulu faire encore un qui a dû être embarqué par son public en train de se dire il faut que je le finalise, il faut que. Je sais pas. Tu sais, ce truc, des fois, on dit de combattre à domicile, ça peut être très positif comme très négatif. Et des fois, tu veux en faire trop. En fait, au lieu de t'assurer ta victoire, tu veux en faire trop. Et dans ce cas-là, non, je pense que là, dans ce combat-là, ça rentre pas en compte. Une erreur pareille, parce qu'il aurait voulu le finir, il aurait fait la guerre debout, tu vois. Il serait jeté debout à chercher à frapper, parce que c'est censé être plus son domaine. Je peux comprendre, là, il est porté par le public. Le fait de shooter dans les jambes, c'est pas le public qui va t'inciter. En plus, le public anglais, dès qu'il y avait un peu de contrôle, ça sifflait. C'est pas eux qui vont t'inciter à partir en double leg. Non, mais tu sais, dans le cadre où il a senti aussi qu'il y avait de la puissance de frappe chez Duncan et que ça se trouve, il s'est dit si je pars à la guerre en boxe, tu vois, je peux me faire encore une autre fois contrer, tu vois, et mettre knockdown, tu vois. Donc ça se trouve, il s'est dit je vais m'assurer une victoire peut-être plus facile au sol. Et au final, non, rien du tout. Rien du tout. Tu as précipité ton déclin. Ouais. Bref. On enchaîne avec le combat le plus court de cette main card, Molly McCann contre Alexia Tainara. Alexia Tainara, que dire d'Alexia Tainara? C'est de la folie cette meuf, c'est un truc de ouf, elle est complètement tarée, elle ne sait pas parler, elle sait que crier. C'est mais force est de constater qu'elle est efficace. Donc, elle commence par boxer avec des bons enchaînements en anglaise, en corps-tête qui fonctionnent. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis, elle va venir prendre... Elle a l'air assez puissante quand même, parce qu'elle prend un single leg assez propre. Pas d'une main. Mais, d'une main. Et avec l'autre main, elle pousse l'épaule, tu vois. Elle pousse. Mais c'est très propre, hein. C'est très, enfin, techniquement, c'est ce qu'il faut faire. Mais elle le fait avec une grande facilité quand même. Hein. Donc, elle doit être assez puissante quand même.
Donc voilà, elle va amener au sol. Et puis derrière, on a une Molly McCann qui va tenter plusieurs fois le juji. Et en fait, tu sens qu'elle, c'est une technique qu'elle maîtrise, mais que si tu la contres, en fait, elle n'a pas d'autres options, elle n'a pas d'autres armes. C'est un truc Ouais. de fou. Ouais. Déjà, tu as une Nara qui fait du MMA old school, hein, comme il disait dans les commentaires, où elle vient saisir la nuque, tu vois, et ramener Ouais, la nuque, ramener la nuque à elle. Ce qui ne fonctionne plus en théorie, puisque justement, ça donne le juji, tu vois. À chaque fois tu qu'on offres fait les ça, bras. bah, tu pivotes sur tes hanches, tu attaques le juji. C'est ce qui se passait plus ou moins, sauf que, ouais, explosive, puissante, comme tu l'as dit, ça se voit, hein. Quand elle arrache ses bras, quand elle se redresse, il y a tout qui saute. Donc, ouais, il n'y avait pas vraiment de danger sur le juji. Tu vas Non. pas passer le premier où voilà, es dans l'inconnu, tu te dis est-ce que ça va sortir. Quand tu vois de la façon dont elle sort et que vraiment il n'y a aucune panique, tu comprends que le juge ne passera pas. Et même justement, elle va capitaliser dessus en fait. Parce qu'en sortant, elle va Ouais. forcer la turtle, tu vois, et Eh elle va oui. attaquer le dos. Et puis là, tu sens que c'est le début de la fin, hein. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, à chaque fois, elle arrivait à pivoter juste ce qu'il fallait en fait, parce que le juge raté peut t'offrir un passage de garde, en fait. C'est Donc, elle ça. a offert 2 fois le passage de garde. La première fois, ça a été bien recomposé. Mais la deuxième fois, oui, effectivement, elle va offrir le dos, et puis derrière, elle va suivre, dos, monter, dos, Honte, dos. Ouais. et puis elle va réussir à prendre l'étranglement arrière. Donc voilà, ça va se finir assez vite. Je pense que sa célébration était plus longue que la soumission. Et la célébration, c'est une célébration, franchement, si on fait un top des célébrations les plus gênantes, c'est même pas les meilleures, c'est les plus gênantes, celle-là, elle se place dans mon top 3, hein. Vraiment, peut-être même que je lui donne la palme. Elle a sauté tel Superman au milieu de la cage, elle est venue faire un twerk avec le bras en l'air. Non, mais je me dis, mais cette meuf-là, elle est complètement tarée. Elle est folle. Elle est folle. Et en plus de ça, tu te rends compte que c'est pas qu'un personnage. Parce que quand t'as Bisping qui vient l'interviewer, la meuf, c'est limite, elle a pas compris un seul mot d'ailleurs, ça a pas duré très longtemps l'interview parce que Bisping il a compris qu'il pouvait rien lui retirer. Elle était là, elle faisait hurler, les yeux grands ouverts. Elle était complètement folle. Elle était folle. La meuf a été possédée. Elle ne sait que crier. C'est fou. Je me demande comment elle a fait pour signer le contrat. Tu sais, Un truc. j'imagine, tu sais, Vocal. la signature avec Dana White, tu sais, où la meuf est là avec son stylo, en train de twerker, en train de signer. Mais, Parce bah, que bah, bah. elle vient du Dana White Contender, c'est ça? Je crois que c'était son premier fight à l'UFC. Peut-être, j'ai pas suivi ça. Il me semble, il me semble. Bon, en tout cas, grosse perf, hein, parce que Molly McCann, c'est pas le top de la KT, mais lui faire ça au premier round, ça n'a jamais été fait, il me semble. Donc Ouais. ça reste une grosse. Et surtout avec la facilité avec laquelle elle le fait. Parce qu'elle l'a dominé dans tous les aspects, hein, même sur les échanges de debout, celle qui était à l'initiative et je sentais qu'elle était au-dessus. En lutte, il n'y a pas eu match. Au sol, n'en parlons pas. Elle l'envoie même à la retraite. Tu vois, donc, Ouais. Alors, est-ce que c'était prévu à l'avance ou pas? Ça, on peut pas le savoir. Je pense que ça se trouve, s'il y avait eu victoire, peut-être qu'elle aurait peut-être décalé. Mais la décision, elle est prise assez rapidement. Alors, j'ai un peu de mal quand même avec. Si c'est pas le cas, j'ai un peu de mal avec ces prises de décision un peu hâtives, tu sais, comme ça, où j'ai perdu, vas-y, je me mets à la retraite. Jalil Turner la dernière fois, elle aujourd'hui. Enfin, tu sais, j'ai vraiment ouais, ce truc. comme tu l'as dit, c'est réfléchi en amont. Ça veut dire que tu sais déjà à l'avance qu'à la prochaine défaite, tu prends ta retraite. Comme elle l'a dit, Molly McCann, elle veut pas servir de faire valoir pour les autres, en fait. Elle a compris qu'elle était plus au niveau. Elle est sur 4 défaites, je crois. De toute façon, possiblement, elle serait cutée dans pas longtemps. Autant partir. Ouais. Il vaut mieux partir la tête haute, prendre sa retraite, et puis voilà. Donc, déposer les gants Bah au après, centre de la cage. en vrai, il y a une différence. Non, je te dis ça, mais en vrai, il y a une différence. Parce que si tu finis ton contrat, tu peux signer ailleurs. Il y a une différence entre finir son contrat, même si tu enchaînes les défaites, et aller signer ailleurs et continuer ton métier, ou prendre ta retraite et tu sais que c'est fini le MMA. Tu vois, parce Non, que mais ton prendre ta contrat, il est retraite, fini. t'es bloqué par l'UFC. Si elle fait ça, si elle est à 4 combats, à 4 défaites et qu'elle est à la fin de son contrat, peut-être que c'est calculé aussi, hein, peut-être qu'elle est aussi à la fin de son contrat et dans ce cas-là, elle devient agent libre, tu vois. Après, peut-être que aussi elle en a juste marre, tu sais, on peut accepter ça Ouais, bien aussi, le sûr, fait qu'elle veuille bien sûr. passer à une deuxième partie de sa vie, qu'elle en a juste marre de combattre et puis que, tu sais, c'est rare, j'ai l'impression, hein, mais les carrières féminines longues, tu vois. Euh,
Oh, il y en a quand même, hein. Non, il y en a. Je dis pas qu'il y en a pas, mais j'ai l'impression que tu trouves moins de combattantes féminines qui combattent jusqu'à plus soif plutôt que des combattants masculins. Tu vois, Ouais. en exemple, t'as qui? T'as Cyborg, véritablement, qui a une carrière très longue. Mais sinon, t'as eu la dernière fois, c'était quoi? Taila Santos, je crois, qui a 40 ans, qui combat encore. Ouais, même Holm, Euh, hein. Holly Holm, elle a combattu vieille, hein. ouais, ouais. Je sais pas, j'ai pas. En tout cas, je sais pas s'il y en a beaucoup dans les faits, tu sais, dans des personnes qui auraient passé 35 ans, tu sais, qui combattraient. Je sais pas, je dis ça, attention, là, il n'y a pas de fait, on est vraiment dans la croyance. Tu sais, il y a l'opinion et puis il y a les faits, et là, je suis dans l'opinion, c'est vraiment de mémoire comme ça. Je sais pas si en commentaire, il y en a qui peuvent être un peu plus précis ou s'il faut Moi, je faire tout de pense qu'il n'y notre a pas de côté. différence, hein. Ouais, Honnêtement, tu de, penses? de mon ressenti, alors il y a moins de combattantes, donc forcément le ratio il est moins élevé, mais en termes de pourcentage, je pense pas qu'on soit trop éloigné des hommes. Je sais pas, je sais pas. Et puis le Faudrait voir. sport, attends, faut pas Franchement, je dis ça, oublier, ouais, j'en sais rien, ouais, le ouais. truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'on est que sur peut-être la première, voire ouais, deuxième génération de combattantes en fait. Oui, Tu vois, ça, c'est beaucoup plus récent le MMA féminin. ouais, deuxième génération, non, je pense qu'il y a quand même un peu plus là, quand même. Bah, regarde, Je pense qu'il y a un peu plus. Cyborg, c'est la première génération, elle est encore là. Ouais, mais Cyborg, c'est l'exception qui confirme la règle. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est l'anomalie dans le truc. Tu vois, c'est les fighteuses de sa génération, il y en a plus. Il y a qu'elle. Ouais, elle a quel âge, Cyborg? 43? 45? Non, elle est jeune. Elle a commencé très jeune. Enfin, elle est jeune. Tout est relatif, mais euh, Chris Cyborg. 39. Justement, j'avais été 39. choqué du Ah ouais, fait 39. ouais, 39 ans, tu vois. Elle est plus jeune que Holly Holm. Elle est plus jeune que Holly Holmes, exactement. Donc en fait, ça fait tellement longtemps qu'elle est dans le circuit qu'on a l'impression qu'elle est vieille. Et puis elle est tellement marquée aussi qu'on a l'impression qu'elle est vieille. Mais en soi, non, elle est pas si vieille que ça. Mais tu prends toute sa génération à elle, il n'y a plus personne. Ouais, ouais. Bah, après, il n'y avait pas grand monde non plus. Ah, mais t'avais quand même tout l'Invicta, enfin, tu vois, t'avais pas mal si, t'avais quand même alors c'était pas l'UFC, tu vois, mais il y avait du MMA féminin, hein. Attends, quand tu dis il y a plus personne, est-ce que tu suis le MMA féminin pour savoir si elles ont pris leur retraite? Mais les Gina Carano, enfin, tu vois, de cette époque-là, si, il y avait des combattantes Gina phares, tu vois, Carano. et ouais, non, mais après, tu me connais, moi, la passion des noms, tu vois ce que je veux dire, je peux pas te sortir les noms comme ça, voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, tu sais les personnes qu'elle affrontait à l'époque, tu voyais l'époque de l'Invicta, tu sais, je regardais un petit peu, tu vois, à cette époque-là, et tu vois plus personne aujourd'hui. Ouais. Je sais pas, honnêtement, je suis pas du tout. Donc, Bon, faudrait creuser, si on a le temps, un jour. Bref, on enchaîne. Avec un des combats qu'on attendait le plus, nous, par exemple, dans cette carte, c'était Gunnar Nelson contre Kevin Holland. Et bah, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai pas été déçu de ce combat, bien au contraire. Alors, le résultat est tombé côté Holland, qui a remporté ce fight à la décision unanime, si je me trompe pas, 29-28 fois 3, 3. ouais, exactement. Donc, oui, il remporte le premier round et le deuxième round, ouais, c'est le troisième round que je donne à Gunnar Nelson, mais pas mal parce qu'on a eu tout ce qu'on voulait, quoi. On a eu beaucoup de sol, on a eu en fait ce que j'ai aimé, c'est que ça a été du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'il y a eu du sol des deux côtés. Alors Gunnar Nelson, on le savait, qui a un niveau de sol extraordinaire, qui est aussi très bon en boxe avec son style karaté. Même si bon, fin de round 1, il se fait toucher, il se fait connecter, tu vois, bon, voilà, c'est le cas. Mais par contre, en boxe, pardon, au sol, on sait que c'est un excellent niveau et que faut savoir le tempérer, tu vois. Et ça a été très bien fait Ah ouais. par un Kevin Holland qui nous a montré une défense de garde extraordinaire, qui nous a mis en place de l'omoplata. Et ça, tu vois, c'est con, mais on le voit trop peu souvent. Cette technique, on la voit trop peu souvent dans le MMA, alors que je milite pour cette technique. Je l'avais montré à Nora, je sais pas si tu te souviens, je lui avais dit,
c'est une technique qu'il faut mettre en place parce que c'est une technique où tu peux attaquer le bras assez facilement, tu sais, dans le MMA en enroulant le bras et tout ça. C'est pas quelque chose que tu vas penser à défendre dans un premier temps. En plus de ça, tu t'ouvres le chemin de la soumission et en plus de ça, si t'as pas la soumission, tu as un contrôle qui te permet d'être très libre pour relancer du grand and pound que tu ne peux pas défendre. Tu vois. Donc c'est une technique qui est trop peu utilisée et c'est marrant parce que je parlais du film Warrior tout à l'heure, mais dans le film Warrior justement il y a les deux frères Tom Hardy et l'autre, tu vois, et l'autre c'est une technique, c'est lui qui est le meilleur au sol et il utilise beaucoup l'omoplata et c'est comme ça qu'il pète l'épaule de Tom Hardy d'ailleurs dans la finale. C'est une technique qui est très old school pour le MMA mais qui marche et qu'il faudrait peut-être remettre un peu plus au goût du jour parce que vraiment, au lieu de défendre des gardes en fermant des gardes fermés, le fait d'attaquer l'omoplata, ça crée du jeu. D'ailleurs, tu prends le Bahamondes contre Turner, tu vois, c'est en partant un peu à l'arrache où il aurait pu prendre une omoplata Ouais. qui revient sur le triangle. Tu vois, tu as des va-et-vient comme ça qui sont possibles. Tu prends moins de risques à attaquer l'omoplata que d'attaquer le Juji, par exemple. Clairement, parce que Jiu-Jitsu, s'il est fort, tu te fais passer quasi sûr dans la foulée. Là où l'omoplata, ben en fait, l'omoplata, comme tu dis, c'est très facile de la mettre en place. Ce qui est dur, c'est de faire taper sur l'omoplata. En MMA, c'est pas évident de faire taper sur l'omoplata, mais la mettre en place, ça reste quelque chose d'assez simple finalement. Et ça a été bien géré par Hollande, hein. Franchement, il a. Mais au-delà de ça, tout son système défensif sur le dos, Mhm. moi, il m'a impressionné. Je l'attendais pas du tout à ce niveau, hein. Je le voyais se faire passer, se faire rouler dessus au sol. Putain, que ce soit son système de frappe, que ce soit ses up kicks, que ce C'est soit. ça, Mais avec le en talon. fait. Ah ouais, franchement, c'était. Et puis tu sentais que la taille, en plus, tu sais, il joue très bien de sa grande taille. Le fait d'avoir des longs segments, ça peut être un avantage comme un inconvénient au sol. Tout dépend comment tu utilises et quel système tu mets autour. Et bah sur ce coup-là, il a vraiment assuré. Honnêtement, Ouais, parce qu'en fait, il gérait tous les niveaux. Quand c'était proche, il attaquait soit l'omoplata, soit il envoyait des coudes, soit il essayait le triangle aussi. Il a essayé le triangle aussi qui permettait d'envoyer ses coudes, tu sais, au niveau du crâne. Dès que il prenait de la distance, Gunnar Nelson, il prenait des coups de talon. Donc avec des upkicks qui faisaient bien mal, qui l'obligeaient en fait à redescendre. Donc il y avait en fait cette gestion des différents niveaux, tu sais, qui était très bien mise en place par Hollande. Mais c'est pas une découverte en vrai, hein. Enfin, moi, on l'a déjà vu à ce niveau-là, au sol, en dessous, en défense de garde. On rappelle qu'il avait battu Jacare sur un KO d'en dessous, hein, comme ça, hein, de cette c'est vrai. manière-là. Donc moi, je suis pas choqué en fait de ce niveau-là. Ce qu'il y a, c'est qu'on voyait Gunnar Nelson bien meilleur dans son système de passage. Maintenant, c'est vrai que techniquement, ce que Gunnar Nelson fait, c'est magnifique. Quand il fait son passage de garde en inversant sa position, tu sais, où il va tourner le dos enfin, il va donner son dos à, à Kevin Holland pour passer la garde, c'est magnifique. Dans le scramble, quand il saute pour aller chercher le dos, c'est magnifique. C'est super propre. Et puis, c'est quelque chose que tu n'inventes pas. C'est pas quelque chose que tu vas improviser sur le moment. Il vient, il absorbe, il inverse sa position, t'as un scramble et puis il saute dans le dos pour essayer de profiter ouais, du scramble d'Hollande. Sauf que Hollande, lui, il tourne encore plus, il se relève. Enfin, tu vois, il y a vraiment, il y a vraiment eu aussi une bonne gestion d'Hollande qui a su gérer, tu vois, ces tentatives-là. Parce que s'il n'est pas bon au sol, il se fait prendre le dos tous les jours sur cette prise. Parce que le contrôle de Gunnar Nelson, il était très bon. Ouais, bien Donc, sûr. Non, non, donc non, c'est fabuleux. ça a été super bien géré. Ça a été Puis super bien géré. on parle de ça, c'est que le round 1. Tu sais. Non, mais pour dire à quel point ce combat il a été ouf quand tu aimes le sol, c'est que tu vois tout ça. Omoplata, où t'as Gunnar Nelson qui se relève avec Kevin Holland accroché à son bras, les deux qui Les deux rigolent, rigolent. boum. Sa sortie, elle est. Tu sais, t'as deux choix hein, dans la sortie, hein. Soit tu check plutôt pour essayer de faire chuter ton adversaire. Gunnar Nelson, il fait pas ça, hein. T'as vu? Il arrive, il place, il tourne son bras, clac, clac, c'est propre, c'est contrôlé. C'est beau, cette manière de sortir, tu sais, juste en récupérant son bras, en ramenant au sol, reprise de garde, attaque de triangle, le passage de garde, le scramble, ça va chercher le dos. Voilà. Ah, j'arrive à la fin de ça. Bon, après, effectivement, il y a le knockdown et qui aurait pu finir le combat avec le grand Ouais, endpoint à la fin sur le gong. déjà, en Mais fait, il perd le round jusque-là, hein. Pour moi, il perd oui, le round jusque-là, Hollande. Il récupère le round sur cette accélération.
où il touche sur un gauche-droite et il y a le gros grand endpoint qui suit derrière. Et là, on peut vraiment dire sauvé par le gong. Tu vois, parce que des fois, on Ouais. utilise ça et c'est pas forcément justifié. Là, on peut le dire. Tu vois, là, je pense qu'il a une frappe ou deux de finir le boulot, parce qu'on le voit de toute façon quand il se relève. Gunnar, il est plus là, hein. Ouais. Quand il se relève, il est vraiment plus là. Déjà, tu sens que quand il remonte, limite, il va faire un double à l'arbitre. Ensuite, il se relève, il titube. Donc, ouais, c'est compliqué. Et là, je me dis, ah, ça pue. Mais il a bien récupéré quand même. Il a bien récupéré, mais tu sens que voilà, il veut pas rester debout non plus trop dans le deuxième round parce que tu vois donc très agressif forcément Kevin Holland très agressif qui se dit je vais le finir dans le début de round 2 tu vois en envoyant son bras arrière ce qui a fait sa réussite dans le round 1 il l'envoie dans le round 2 il envoie des gros bras arrière pour essayer de le prendre et t'as Gunnar Nelson qui va tout de suite coller en lutte et coller à la cage. Et Ouais, même s'il prend des coups, tu vois qu'il veut pas lâcher la saisie, tu vois, il veut pas la rompre le contact. Et il beaucoup a de raison phases de parce qu'il finit clinch. par ramener au sol. Ouais, mais il galère, hein. Vraiment, il y a des bonnes défenses de Hollande. Toutes les Ouais, phases de clinch, c'est lui qui les domine parce que c'est lui qui frappe. Et tu sens c'est qu'il est ça. dangereux. Genou au corps, tu sens qu'il cherche à remonter au visage avec son genou et que ça passe pas loin. Les Quelques coudes à coups, la tête. les coudes. Ouais. Donc non, non, il domine vraiment les phases de clinch. Et les fois où, la fois où Nelson arrive à l'amener, et bah, même là, finalement, c'est lui qui est dominé parce que c'est Hollande qui score en dessous avec les frappes. Il frappe effectivement avec les coups de talon, avec, enfin, tu vois, c'est vraiment les up kicks qui ont fait du mal. À chaque fois que Gunnar Nelson il se relève, il prend un coup de talon dans le crâne. T'as encore une attaque d'omoplata. En plus, les tentatives de soumission, elles sont du côté de Kevin Holland. Encore une attaque d'omoplata. Il essaye même la clé de coude, tu sais, de la garde, où Ouais, tu fais la clé en extension, tu sais. Donc vraiment, t'as ce côté très actif aussi en recherche de soumission de la part de Kevin Holland, qui va prendre ce round, mais tu sens que c'est un round aussi de récupération. Tu sais, alors il se met dans une situation où il est à l'aise, c'est-à-dire au sol. Il a tout fait pour se mettre au sol dans une situation où il est plus à l'aise. Pardon. Mais par contre, tu sens que c'est un round de récupération. Tu vois, il y a vraiment ce truc où il se dit, voilà, je laisse passer l'orage, et puis on verra le round 3 quoi. Et dans le round 3 justement, c'est là où il est un peu plus actif en soi, avec un Kevin Holland qui commence bien pourtant, hein, qui travaille beaucoup au clinch. Tu sais, il y a eu pareil. beaucoup de clinch dans ce Ouais. combat-là, C'est clinch vraiment taille. clinch mouais, tu vois. Ouais, avec des uppercuts, des coudes, des genoux, de la part alors les genoux des deux côtés, mais plus actifs encore du côté Ah, d'Hollande. tu sens que l'impact, c'est pas du tout le même. C'est ça, c'est ça. Mais déjà, il joue de sa taille, hein. Tu sais, il pèse parce qu'il est plus grand, il arrive à le tasser, à rentrer, à Ouais. envoyer en single collar taille avec des uppercuts qui font mal. Et t'as Gunnar Nelson qui très rapidement, pardon, excusez-moi, attendez. Ouais. Ah, c'est pas beau de vieillir, hein. Il me semble qu'il arrive Petite à, typhus. justement, suite à un clinch, Il à passer sous les coudes, tu vois, et à ceinturer pour arracher. C'est ça, et en fait, il va prendre le single leg et il va crocheter la jambe pour arriver tout de suite en position montée. Donc ça, magnifique aussi. T'as Hollande qui prend appui sur la cage. Alors ça, j'aime beaucoup quand ça se fait ça. Quand, tu sais, quand tu prends appui sur la cage pour essayer de rouler avec, et il le fait, hein, il arrive à sortir de la position montée. Mais encore une fois, hein, il aurait très bien pu revenir au-dessus s'il n'y avait pas une bonne lecture du jeu de Gunnar Nelson au sol, qui finalement lui laisse que finalement la garde, en fait. Tu sais, Hmm. il le laisse pas remonter dessus, il l'oblige à recomposer la garde. Il envoie encore ses coups de talon. Mais t'as Nelson qui arrive cette fois-ci à passer et qui passe avec, pareil, techniquement c'est propre, leg drag. Leg drag, il vient, il prend le bras-tête. Alors, je sais pas pour toi, pour moi, j'étais confiant, je savais qu'il allait pas taper là-dessus. Ouais, non, Il il y fait a partie de ces gens-là absolument. qui tapent il y a- jamais. Non, mais même le positionnement, il est pas bien placé du tout. Il est beaucoup trop haut. Il est trop haut. T'as Hollande qui a la main au téléphone, tu T'as un vois, début de défense ici. T'as le fait que et tout de puis suite, je sais pas, moi, je le sens vraiment trop haut dans sa posture. Faut réajuster et tu sens qu'il réajuste pas, il redescend pas. Et puis même, je pense que la défense, elle était bien engagée. en Et fait, puis il essaie même la de suite. sortir sa jambe de la demi-garde.
Parce Ouais. qu'il sait que avec l'envergure de Kevin Holland, le fait de le garder dans la demi-garde, il est trop loin de la pression. En fait, il peut pas se mettre correctement en place pour mettre la pression sur ce Après, le bras-tête. truc, c'est que en fait, la sortie de Hollande est initiée à partir du moment où il arrive à sortir sa jambe, tu vois. Et ça a été très Et oui, intelligent parce qu'il y a et oui. cette chute arrière, tu vois, cette roulade qui le fait magnifique, hein, technique Instagram, mais qui fonctionne très bien. Et franchement, alors moi, quand je la fais, ça marche pas, hein. Moi, quand je la fais, je tape comme une merde. J'arrive pas à bien rouler quand je suis attaqué en bras-tête. Ah ouais? Ouais, j'ai pas je sais pas, il doit me manquer un détail. Bah là, regarde bien Mais en fait, j'ai comment vu un dire, petit truc, c'est que cette lui, scène. il fait une sorte de langouste, tu vois, avant de rouler, il prend un peu Il s'est mis d'espace de et après côté. il roule. Hmm. Et c'est ce qui me manquait, je pense. Donc je vais essayer ça ce soir. Je vais me prendre un bras-tête pour sortir. Non, mais c'est exactement ça. En fait, quand tu veux sortir du bras-tête, t'as deux solutions pour sortir du bras-tête. Soit tu arrives à ouvrir ton bras, à redescendre ton bras pour aller chercher ta jambe, pour éloigner l'épaule de la gorge. Soit tu arrives à tourner, à se faire une langouste pour en fait venir effacer ton épaule dans la saisie. Tu vois, avec le menton qui rentre plus sous l'aisselle, tu vois, avec un espace que tu peux créer à ce niveau-là. C'est ces deux choses-là. Et lui, en fait, il profite du fait, comme il a tellement bien gardé en fait la jambe dans la demi-garde de Gunnar Nelson, que quand Gunnar il est obligé d'aller beaucoup plus haut finalement pour sortir sa jambe. Hmm. Il le suit bien et au moment où il est au plus haut, c'est là où il va mettre sa petite rotation, si tu regardes pour commencer à sortir, et après il fait sa roulade pour sortir. Tu vois, et c'est magnifiquement fait. Donc Ouais, ça se relève. j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, Voilà. d'ailleurs, je n'étais pas d'accord avec les commentaires. Il me semble que c'était Taylor qui disait que c'était très dangereux. Tu vois, c'était une grosse prise de risque d'avoir fait ça. Je vois pas forcément la prise de risque c'est une sortie classique. Ah Ouais, oui. il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Ce qui aurait été dangereux, c'était de ne rien faire, justement. Parce qu'un mec comme Gunnar, il va finir par s'ajuster, tu vois. Ah oui, oui, oui. Je vois pas j'ai pas compris la prise de risque sur cette position. Pour moi, c'était parfait. Franchement, la sortie était parfaite. Et ça nous montre encore plus le niveau d'Hollande qui a fini par me convaincre sur ce combat, hein. J'avais des doutes. Enfin, franchement, c'est propre. Moi, j'ai pas de doute, hein, parce que, alors, moi, j'ai pas vu avec les commentaires français comme je l'ai vu après, j'ai vu qu'avec les commentaires américains. Mais pas de doute, parce que je le dis, je le répète, ce qu'il a fait avec Ramzat Chimaev, honnêtement, et rares sont ceux qui ont défendu aussi bien que lui. Alors certes pas très longtemps, mais dans les scrumbles et tout ça, il avait très bien défendu. Sauf il a eu le temps d'avance parce que justement, il a, bon, il lui a fait un coup de Trafalgar, tu sais, quand même, Chimaev sur ce combat-là. Tu sais, il a voulu le checker, il est rentré tout de suite dans les jambes, il l'a pris de vitesse, tu vois. Mais honnêtement, on l'a vu sur pas mal de combats, il est très bon au sol, Kevin Holland. Il est très bon au sol. Donc c'est pas parce qu'il s'est fait soumettre par Rainer Derrider la dernière fois parce que voilà, soit il est Après, tombé sur plus fort que lui ou soit il a pas pris le combat au sérieux, mais force est de constater que quand il prend les combats au sérieux, il est très bon dans ses défenses. il me Il est très semble que bon. j'avais vu qu'il n'a pas été soumis en welter. Ses seules défaites, c'est vraiment quand il se fait soumettre, c'est parce qu'il combat dans les deux KT, donc c'est vraiment Oui. en middleweight. En welterweight, pourtant il a pris des mecs forts au sol, hein. Il n'a jamais été soumis. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et donc là, quand ça se relève, t'as Nelson qui arrive à contrôler la cage, qui envoie les genoux, t'as un renversement de contrôle et, mais celui qui frappe, c'est Hollande, tu vois, c'est ce que je disais. Bon, par contre, je donne quand même ce round à Gunnar Nelson pour le coup, et je pense que c'est. J'ai pas regardé les scorecards des juges, mais vu que je vois qu'il y a un 29-28 x 3, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé, avec les deux premiers rounds pour Hollande et le dernier pour Gunnar Nelson. En tout cas, ouais, c'est une victoire logique à la décision unanime de Kevin Holland qui montre qu'il est toujours pas fini, quoi. Tu sais, quand tu penses qu'il est sur un déclin, bah, il te prouve que non. Bon, après, Gunnar Nelson, on l'a dit, hein, c'est pas quelqu'un qui combat énormément, il combat pas régulièrement, c'est un ancien, mais ça reste quand même un client. Ouais. Bah, de toute façon, c'est simple. Je veux pas dire n'importe quoi, hein, mais je crois que c'est à peu près ça. Ce qu'ils avaient dit en commentaire, c'est que sur les 3 dernières années de Hollande, il a plus combattu que dans toute la carrière de Gunnar Nelson. C'est possible. Il a fait 20 et quelques combats sur 3 ans, Hollande. Sur 3 ans, Non, il a sur fait 5 20 ans, combats. excuse-moi, sur 5 ans. Ouais, parce que j'allais dire, ça fait Sur beaucoup 5 là quand ans. même. 20 combats Je sur crois 5 qu'il fait 3 à 4 combats par an. ans. Ouais. Il y a même une année où il en a fait 5, non? Sa première Je année, sais là, pas. quand il a vraiment pété.
quand il avait battu Jacare, justement. Il me semble qu'il avait fait 5 combats sur cette année. Ouais. Ah, c'est un bon client pour l'UFC, hein. C'est pour ça qu'on n'est pas prêt, lui, pour le coup, de le voir se faire cuter, quoi. Parce que en plus de ça, il fait du spectacle. Enfin, moi, ce combat-là, moi, je l'ai adoré. Ouais, non, c'était plaisant. Franchement, rien à dire. Bien Donc plus voilà. plaisant que le combat qui suit. Oh ouais, ben voilà. Ben, On va, tu me pas- fais un on va passe-plat pas en parler direct tout le sur. temps. On va pas en parler. Non, 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 non. C'est pas sur ce combat-là qu'on va passer le plus de temps, je suis d'accord. Carlos Hulbert contre Jan Blachowicz. Écoute, un combat serré. Un combat que tout le monde disait pas facile. Alors attendez, il y a Siri qui va se mettre en branle. Stop Siri, laisse-moi tranquille. Non? Bon, il parlera comme d'habitude. Donc un combat serré. Ouais, c'est bon. Pardon, excusez-moi. Qui aurait pu tomber d'un côté comme de l'autre. Ouais, Écoute, je suis pas d'accord, moi. alors selon les commentateurs, tu vois. Maintenant, c'est vrai que quand tu le vois en première lecture, et toi c'est pareil, et en deuxième lecture, on n'est pas d'accord avec la décision. On peut le dire tout de suite, on n'est pas d'accord avec la décision des juges. Ouais. Et pour moi, c'est assez flagrant. Maintenant, je vais pas dire que c'est un vol, tu vois. Mais moi, j'ai Blachowicz qui prend 2 rounds. Ouais, le premier, le troisième. Ouais. Donc, Pareil. En fait, vu que c'est serré au niveau des frappes, tu mets l'intensité des frappes et tu mets le contrôle de cage, enfin du centre de la cage, il mais est clairement à Blachowicz. Dans le round 1, c'est clair. C'est clair et net. C'est lui qui est là, qui avance, qui envoie beaucoup de low kick, alors des deux côtés, hein, de part et d'autre, il y a beaucoup de low kick, hein, bonne mais stratégie, hein. J'ai bien aimé la stratégie de Blachowicz. Je pense que Hulberg nous montre ses limites parce que c'est lui le prospect, entre guillemets, dans cet affrontement et le nouveau venu, tu vois. Il nous montre ses limites. Il fait pas un combat très intelligent, je trouve. Il y avait clairement mieux à faire. Tu le sens bien plus rapide au niveau des points. Il cherche pas forcément à combiner. Euh, et Blachowicz, il nous montre qu'il est encore là, tu vois. Stratégiquement, il sait appliquer une stratégie à la lettre. Il sait mettre la pression quand il faut. Tu le sentais bien plus puissant. Tu vois, alors oui, quand Hulberg mettait 6 low kicks jambes avant qui te fouettait avec le pied, Blachowicz, il en mettait qu'un. Mais son ouais. 1 vaut tes 5 low kicks, tu vois. C'est ça. En fait, le truc, c'est qu'il y en a un qui combattait à la touche, l'autre qui combattait pour des dégâts, en fait, tout simplement. Là où Hulberg a fait son meilleur round, c'est le round 2 pour moi, parce qu'il a réussi, en fait, parce qu'il se déplace beaucoup, en fait. T'as un Blachowicz qui était là, qui était ancré, qui avançait sur son adversaire et qui cassait la distance quand il fallait. Et t'avais un Hulberg qui se déplaçait à droite, à gauche, et qui venait faire du Cyril Gane, en fait, finalement. Tu retrouvais un peu de Cyril Gane dans ses déplacements, dans ses frappes, et c'était vraiment de la touche. Mais alors, dans le round 2, c'est là où, en fait, t'as un Blachowicz qui court un peu après Hulberg, qui, lui, arrive très bien à venir contrer et à venir toucher ce qu'il faut pour aller chercher le combat. En fait, Blachowicz, il est un peu court sur ses frappes. Et tu le vois, il fonce tout droit, et puis Blachowicz et Hulberg il sort, et donc c'est là où pour moi effectivement il a été plus efficace, on va dire dans le round 2. Tu sens qu'il a trouvé sa distance, tu sais. Ah, mais il y a quand même du succès Euh, à un certain moment de Blachowicz. Il y a quand même des phases où il touche. Quand il touche, tu sens que c'est lui qui fait mal. Tu vois, moi, vraiment, quand oui, je regarde le combat, je me dis, s'il y en a un qui va tomber, c'est Hulberg. À aucun moment, je me dis, Blachowicz va tomber. Parce que même les ouais, coups qu'il prend, tu sens que bon, bah, c'est bien c'est géré, tu encaissé. vois. Oui. Ouais, c'est la routine. T'en as peut-être une seule dans tout le combat qui vraiment touche dur, tu vois, mais c'est vrai que t'as plus d'alerte côté Et c'est pas Hulberg enchaîné. que Tu vois, c'est même pas enchaîné derrière. Et c'est là, je trouve, l'erreur de Hulberg, c'est que tu sens que c'est bien plus rapide, c'est bien plus vif. Et puis quand il arrive potentiellement à toucher, même ne serait-ce qu'avec un jab, ça enchaîne pas derrière. Alors que tu sens que ouais. pour le coup, il pourrait déborder Blachowicz. Après, je pense qu'il a peur de ce contre. Mm. C'est Blachowicz sait de toute façon. Blachowicz sait qu'il est moins rapide. Je pense qu'il mise aussi sur le contre quand il y aura un échange. Donc oui, il a assuré lui aussi un combat safe, Hulberg. Mais Blachowicz, moi, Oui, je il l'a m'attendais à plus de respecté. lutte. Je pensais que sur le troisième, il allait lutter. Bah, il l'a lutté sur le troisième, sauf que ça a été défendu. Il a compris qu'en fait, ça allait être compliqué de l'amener au sol. Ouais, ouais, mais pas plus que ça, tu vois. Il n'a pas lutté plus que ça. Ouais, après, en fait, il s'est assuré un combat facile, entre guillemets, à la touche. Mais bon, tu sens que dans le round 3,
t'as un Blachowicz qui a emmagasiné ce qui s'est mal passé avec l'expérience dans le deuxième et qui durcit sa boxe, tu vois, avec les low kicks, avec des enchaînements plus longs. Parce que c'est là aussi où il a été bon dans le round 3, c'est qu'il a envoyé des enchaînements en anglaise qui étaient beaucoup plus longs, avec beaucoup plus de jab. Et donc, et c'est là où j'ai marqué Hulberg touche, là où Blachowicz cogne. Tu vois, c'est vraiment plus de middle aussi qui ont été envoyés par Blachowicz, parce que comme il se déplace beaucoup, c'était intelligent. Voilà. Des middle bien puissants. Ouais, moi, Il se permet même de finir avec un double kick, tu sais, sauté, qui touche en plus sur le gong. Tu vois, donc je vois pas dans quel monde, en fait, tu donnes ce round 3 à Hulberg. C'est pas possible. Aussi. Moi aussi. Donc, ouais, écoute, victoire d'Hulberg par décision. Maintenant, je pense que ça fait plus ou moins les affaires de l'UFC. Ouais. Et encore, parce que Hulberg, Et encore. en termes de spectacle, en tout cas sur ce combat, c'est pas fou. Et je pense que de toute façon, plus on monte en niveau, plus faire du spectacle, c'est compliqué. Même obtenir des KO, je crois qu'il avait pas mal de KO Hulberg, mais contre qui? Tu vois, il y a plein de combattants comme ça qui ont énormément de KO et puis avant d'affronter le gratin, et puis après, il n'y a plus de finish. On en a parlé plein de fois. Et je pense qu'on va être sur ce profil-là. Bah, je pense aussi. Alors, décision unanime 29, 28, 23 x3. Hein, donc, c'est vraiment les 3 juges en plus qu'on donnait ces 2 rounds à 1 pour Hulberg. Ouais, contre qui là, tu vois, en fait, parce qu'il va monter. Attends, si on reprend le classement de l'UFC. Tac, tac. Ranking. Tac, tac. Hop. Donc, il est 3e. Il a pris 3 places. Il a pris 3 places. Il est passé 3e. Ouais. Contre Prochaska ou contre Pereira ou contre Ankalaev. Dans tous les cas, je le vois pas. Ouais, je le vois pas. Je le vois pas passer, ou alors vraiment passer parce que voilà, on va l'accompagner quoi. Tu vois, mais franchement contre Pereira, je pense que ça passe pas. Parce qu'il a pas l'incertitude, tu sais, il apporte pas d'incertitude comme on a pu amener en Kalaev. Contre Prochaska, je pense que le niveau, le step, il est trop haut. Ouais, il va c'est se faire ça. noyer contre Prochaska. Et contre Ankalaev, qui va lui rentrer dedans aussi, je pense que ça passe pas non plus. Parce que Ankalaev, il va lui apporter aussi une anglaise difficile à lire qui va aller le chercher. C'est-à-dire qu'il pourra pas tourner pendant 1000 ans comme ça, tu vois. Donc c'est assez compliqué. Ankalaev, de toute façon, il a dit qu'il ne voulait pas de Hulberg pour l'instant, qu'il ne méritait pas. De toute façon, lui, il veut Pereira. Il dit le seul qui mérite aujourd'hui, c'est Pereira. Je pense qu'il a raison, de toute façon, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Hein. Mais en tout cas, Hulberg, ouais, je pense qu'il va falloir qu'il fasse un combat encore avant de passer. Je pense qu'ils vont le mettre contre Jiri. Et on verra si oui ou non ça peut être un prétendant au titre. Parce que je pense que l'UFC, ils sont pas dupes non plus. Tu vois, c'est passé. Il est sur une grosse série de victoires, peut-être la plus grosse série de victoires consécutives. C'est ce qu'il disait avec 8 victoires consécutives de la KT. Enfin, quoique. Attends, on est en lourd léger là. Ouais. Non, il y avait John Jones avant. Je crois qu'il a oublié. Là, actif. Ah oui, actif, parce que là, quand tu dis ça, tu sais, ça. Oui. Voilà, actif peut-être. Mais qu'est-ce que je voulais dire? De toute façon, la décision, elle a été sifflée par le public. Bon, déjà, le public, il n'était pas pour Hulberg. Déjà, pour commencer. Dès le début, tu vois qu'ils étaient plus pour Blachowicz. Mais je pense que personne n'est dupe sur ce combat. Alors, c'est laborieux, hein. Effectivement, c'était un combat qui était assez serré. Mais si tu prends les vrais critères qui sont le dégât, tu peux pas lui donner le combat normalement. Enfin, tu vois, il y en a un qui a essayé d'emballer le match quand l'autre, il a fait de l'escrime. Et c'est pas le même sport, quoi. C'est pas du MMA, il a fait de l'escrime. Ah non, je suis d'accord. Malheureusement, ça rajoute une défaite sur le palmarès de Blachowicz qui, tu vois, ses dernières sorties, pour moi, ne reflètent pas son niveau actuel parce que là, il nous a confirmé, on avait ce doute parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Moi, je vois pas de baisse de régime de Blachowicz, tu vois. Non. Toujours au niveau. Toujours intelligent, toujours bien structuré, toujours le bon game plan parce qu'il a fait ce qu'il fallait. Donc là, il est sur un match nul. Puis un des meilleurs striking, je pense, en lourd léger aujourd'hui. Tu vois, depuis son combat contre Israël Adesanya,
il a fait un gap en pied-point qu'il n'a pas perdu depuis, quoi. Au contraire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On peut même le voir, que c'est même un des seuls, tu vois, qui check les low kicks. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément, ça aussi, je pense, il y a énormément de low kicks d'Hulbert qui ont été scorés, et pourtant, ils ont été checkés. Mhm. Ça, faut le notifier parce que c'est tellement rare un combattant qui bloque les low kicks en MMA que C'est vrai. faut le notifier, tu vois. Donc ouais, écoute, écoute, on verra la suite. Maintenant, ça n'a pas une grande implication non plus sur cette KT. Elle reste, on a déjà parlé de cette KT. Hein. Ça change pas grand-chose que Hulberg passe ou pas. C'est pas ça qui va emballer la KT. Voilà ce que je veux dire. Non, parce que le top 3 de la KT, finalement, quand je dis top 3, parce que là, il est dans le top 3, mais je veux dire le Jiri, Pereira et puis Ankalaev, enfin, tu vois, c'est des combattants qui sont. C'est un step vraiment au-dessus, quoi. Ouais, Vraiment au-dessus des autres. ouais. Donc, euh, donc ouais, c'est là on va voir. En fait, c'est dans ce dernier tiers que tu vois si vraiment potentiellement tu peux atteindre le titre ou pas. Mais moi déjà là, pour moi déjà ce combat-là fait que déjà moi je le mets pas dans cette sphère-là, tu vois. Pour moi c'est pas un prétendant au titre. Pas aujourd'hui, je dis pas demain, hein, mais pas aujourd'hui en tout cas. Ouais, on est d'accord. Après peut-être que je vais me tromper, hein, peut-être que ça se trouve il va passer les étapes et puis qu'il va devenir champion. Mais comme ça à l'instant T, moi j'y crois pas plus que ça. Ouais, moi aussi. Bref, on passe sur ce Comain qui a, pour moi, est le combat qui a niqué la carte. En vrai, de vrai, de ouf. Vraiment, pour le coup, parce que tout le reste, sinon, je suis content de cette carte, mais alors ce combat-là, non, c'était laborieux. Et on passe au main event. Leon Edwards contre Sean Brady, donc combat qui a été rafistolé après le départ de Jack Della Maddalena qui va combattre pour le titre bientôt là à l'UFC, je crois que c'est le prochain, le 314, si je me trompe pas. Donc un Edwards qui était plutôt confiant à l'entame de ce fight en disant que c'est un style qu'il connaissait déjà, qu'il savait l'appréhender, qu'il n'y avait pas de problème. Bah, il y a eu un problème. Il est tombé sur un os, sur un petit os, parce que visiblement les gens disent que Brady est trop petit pour la KT. Bon, Bah, il a un os, montré qu'il un était os peut-être bien petit épais par la quand même. taille. Ouais, Petit bien mais épais quand bien même. épais. Voilà, il est peut-être petit par la taille, mais il est grand par le talent. Donc, voilà, il l'a montré. Un Sean Brady qui a montré très vite qu'il allait emballer le fight. Même si, au début, je sais pas si ça t'a fait la même chose pour toi, je vois un Leon Edwards qui check bien avec sa main avant, qui reste à distance, qui envoie ses armes arrière, En fait, jambes sur les arrière, poing premiers arrière. échanges, c'est ça, sur les premiers échanges, tu te dis, OK, il applique, il fait exactement ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'il Ouais. cherche le contre, et en plus, il connecte plusieurs fois sur son bras arrière. Mhm. Quelques low kicks, il y a ce hand trap où il vient contrôler la main avant. Les phases de clinch, parce qu'il y a des phases de clinch, C'est elles sont géré. très bien gérées avec, je crois qu'il met C'est l'overhook. Il met l'overhook. l'overhook. En fait, t'as Brady qui colle en underhook à chaque fois, C'est et ça. il Il met met l'overhook l'overhook, en se mettant à distance. il contrôle le biceps pour pas prendre de frappe, il place très bien sa tête, il travaille les Ouais. genoux. Donc là, tu te dis potentiellement. Alors, par contre, je me fais pas d'illusions. Je me dis pas il va le finir ou quoi que ce soit. Je me dis potentiellement on va avoir ça sur 5 rounds. Ouais. Et non. Non. En fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Brady, donc, il collait au clinch, mais il n'allait pas coller à la cage. Tu vois? Tu sentais que sa logique, c'était pas forcément de coller à la cage, c'était de Intelligent, venir au contact. intelligent Ouais, parce qu'il a quand même plutôt, il a même une très bonne défense à la cage, Edwards. Edward. Ouais, Donc non, c'était pas mal. C'était pas mal fait. Alors, il commence à avoir un peu de succès aussi en anglaise, Brady. c'est Sur ça. quelques combinaisons où il le déborde, tu vois. Tu sens que ça va vite. Ça frappe pas forcément fort debout, mais ça va vite. Et c'est plutôt propre, je trouve, ces entrées en anglaise. C'est très propre. Et quand tu regardes, en fait, la logique, elle est toujours la même. Alors déjà, c'est la nouvelle génération de boxeurs anglaises low kick, tu vois, vraiment, tu sais, comme Topuria, comme tous ces. Tu sais, tu sens que là, il y a une mode, et on en avait déjà parlé, anglaise low kick. Anglaise low kick, où surtout quand tu es un lutteur, enfin, quand potentiellement tu peux être un lutteur, c'est vraiment ce genre de combat debout qui t'aide, tu vois, à maximiser tes résultats en lutte. Et tu vois un chemin qui se dessine, c'est que il envoie 3 frappes avant de coller.
Tu sais, il envoie un enchaînement long, 1, 2, 3, soit avec des directs, soit avec des crochets, mais pour coller directement. Et donc, en fait, il déborde, il explose et il déborde sur un enchaînement. Alors, c'est pas long à la mort, tu vois, mais en tout cas, il est pas Ça sur reste une un frappe pour enchaînement long coller. en 3 frappes hein, quand Ça même. reste un enchaînement long. 1, 2, 3, boum, il colle. 1, 2, 3, il colle. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. Et même si Edwards, en fait, pour l'instant, il n'y a pas de danger, Brady, quand même, en fin de round, qui met son petit Sasae, tu vois, magnifique, tellement technique. Il vient, il l'enroule, bras sous l'aisselle, hop, petit Sur un fauchage. coup de genou, en fait. Ça arrive très souvent. C'est Makhachev Ouais, qui l'utilise aussi très très bien. T'envoies un genou, toi t'envoies un genou. Donc tu sais que dans 90% des cas, l'adversaire va répliquer aussi par un genou parce qu'il veut te le rendre. Tu l'attends, tu fais ton petit sasae. Magnifique. ouais. Sasae, c'est un petit fauchage, en fait, un petit balayage comme ça dans la foulée, un petit barrage, tu sais, une petite rotation avec un petit fauchage. Et il arrive et il tombe dans la demi-garde d'Edwards. Et là, je revois le blueprint de son style contre Richie Martinez déjà dans un premier temps, tu sais, avec un contrôle dans la demi-garde qui est fabuleux et qui va montrer tout le long du combat de toute façon. Vraiment avec son positionnement de corps, il est fabuleux. Ouais, je suis C'est-à-dire d'accord. que il Il est, est pas orthodoxe, tu vois, il est modifié. On n'est pas sur une bah, demi-garde classique. Alors, si, si, il est dans la classique, demi-garde classique actuelle. En fait, son ouais, grappling, il est voilà. très moderne. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'est pas face à son adversaire, il est légèrement Ouais. de côté, le genou libre qui est collé à la hanche, la tête et le corps bien en diagonale, la tête posée sur l'épaule. Tu sais, vraiment dans cette optique, c'est pour ça d'ailleurs qu'il attaque la guillotine et la kimura. Il est dans cette optique de contrôler en fait la diagonale du corps, donc il contrôle et la ligne de hanche avec ses genoux et la ligne d'épaule avec sa tête et avec ses bras aussi. Enfin, tu sais, en contrôle. Et franchement, c'est très bien fait parce que tu sens qu'Edwards, il a du mal à se dépatouiller en fait de cette demi-garde où il y a trop de points de contrôle en fait. Les zones de contrôle, elles sont beaucoup trop larges. Tu vois, il peut pas rentrer en dogfight. C'est très compliqué. En plus de ça, il y a la menace tout de suite sur le bras. En fait, il menace directement le bras à chaque fois. Très bon contrôle en underhook, en kimura, en underhook. Enfin, franchement, tu vois un positionnement déjà. Je me dis, ouf, si Richie Martinez, il a eu du mal à se débarrasser de ça, Leon Edwards, je pense que ça va être encore plus compliqué. Tu Ouais. vois. Et on finit le round sur ça. On finit le round sur ça, je donne le round à Dramatisme. Brady. À Brady. Ben Brady, Ouais. j'ai pas mis de score sur le premier round. J'ai pas mis de score parce que j'arrive pas à me décider. Bah, pour moi, celui qui touche le plus en anglaise, c'est Brady, qui touche le plus dur sur son anglaise, sur ses low kicks. Et en plus de ça, il y a l'amener au sol, plus le contrôle. Il touche pas mal, Edwards, quand même, hein, sur le premier round. Il touche début de round. Il y a quelques Dès que tu contres passes. qui sont bien passés. Il y a les genoux au clinch. Là, oui, il y a l'amener, mais pour l'instant, il en fait rien, tu vois. C'est... Je sais pas. Mais d'un côté comme de l'autre, ça me choque pas. Ok, j'entends. Mais bon, Mais si, comme si on ça, donne je un me Brady, dis oui, ça me- dans l'énergie du fight, c'est dans la recherche de faire mal et d'être efficace. En fait, je le donne à Brady. Ouais, ouais, Tu vois, dans je te l'intention. dis, j'ai pas mis de score parce que j'arrive pas à me décider. Ouais. Ensuite, on a le round 2 avec un Brady qui shoot tout de suite en double leg. Ah, j'aime beaucoup. Euh, Hein. et Je de- kiffe cette entrée. Hein. C'est très ouais, simple, mais ça fonctionne toujours. Tu ouais. vois. Overhand. Et, j'avais. Tu sais, je montrais ça aussi. Ça m'a fait plaisir parce qu'il y a plein de techniques que je montrais à mes élèves. Je te jure qu'ils sont ressortis sur cet Sur cette événement. soirée. Et j'avais, je sais plus qui me disait, un de mes élèves me disait, ouais, mais quand tu mets l'overhand et que tu surengages, est-ce qu'il n'y a pas de risque de prendre un genou? Tu sais, eux, ils sont encore, parce qu'ils viennent du Mouet, pour eux, il y a Hmm. toujours ce risque de prendre un genou quand tu plonges. Mais quand tu y vas franchement, de la manière dont il l'a fait là, tu balances ton overhand, tu viens coller tout de suite, à quel moment tu prends un genou? Alors oui, il y a toujours une possibilité, si le mec il anticipe, mais c'est un sur 1000, un sur 1 million. C'est tellement C'est un rare. sur un million. Et Bah puis oui, de toute façon, t'as l'overhand. Donc c'est le truc, c'est que si t'envoies le genou, t'es découvert. t'as le menton à la fenêtre Ah et oui, sur le reculoir. Donc quoi qu'il arrive, tu vois, t'es plus à vouloir te défendre de l'overhand, à monter les mains qu'à essayer de monter le genou. En fait, c'est peut-être que ça. tu vas, par réflexe, en fait, limite, un débutant a plus de chances de te contrer. Pourquoi? Parce que quand un débutant, il se défend, il lève toutes les armes. Tu C'est vois, il vrai. lève les genoux et les bras. Tu vois ce que je veux dire? Il se met en boule. C'est vrai, de Donc, ouf. euh, donc, Combien de donc fois t'as j'ai peut-être failli me plus de prendre un chances. genou en rentrant en double leg sur un élève débutant?
Parce que quand C'est il ça. doit partir dans ses jambes, tu sais, il sait même pas quoi faire. En fait, il se crispe. Il lève Donc, tout. il lève tout. Ouais, il lève tout. Mais sur quelqu'un qui est expérimenté, non, il va défendre l'arme qui vient, il va la voir arriver, il voit l'overhand arriver, donc il défend l'overhand. Et en fait, bah, derrière, tu peux pas tout défendre de toute façon. Ouais. Donc oui, effectivement, après, derrière, il se fait shooter double leg. T'as Edwards qui reste debout, mais Brady qui passe dans le dos. Et là, encore une fois, j'adore. Moi Il aussi. vient, il l'absorbe, il lui tire les hanches, il crochette la jambe, et Tibia, tout de suite, en fait, contre-piqué, il reflex. remonte. Ah, c'est fou, avec son crochet, il va prendre le dos. Grande pente du dos, ça va rester longtemps dans cette position. Et un Edwards qui va réussir à se retourner, à reprendre la demi-garde, mais Brady il va attaquer la Kimura. Encore une fois, hein, c'est toujours le même schéma. Hein. Sa demi-garde, c'est la même, la Kimura, c'est la même. D'ailleurs, on sait qu'il passe de cette Kimura à la guillotine. Hein. C'est vraiment son chemin. Euh, donc, comme je disais, j'ai renoté pression, positionnement parfait de Brady. Donc, ça, c'est vraiment ouf. Honnêtement, Et en fait, tu sens que c'est épuisant. C'est ouais, vraiment là, il est en mode sensu. ouais, Il est vraiment en mode sensu. Il alterne bien et les frappes et les tentatives de soumission. Donc, il te rend parano sur tout, en fait. Tu sens qu'en plus, il trouve des angles de frappe bien puissants à certains moments. Hein. Tu vois, oui. c'est pas des petites frappes. Donc, non, franchement, énorme round de Brady. Ouais, parce que t'as Edwards qui essaie de se remettre en turtle, tu vois, qui essaie de sortir, qui essaie de tourner. Brady qui suit, qui va chercher dans le dos, qui va revenir en deux phases, qui va. En fait, il a toujours un petit temps d'avance sur Edwards dans son positionnement. Hein, comme on dit dans le sol, c'est pas la première fois qu'on le dit ici, mais l'idée c'est d'aller un peu plus loin de la défense de ton adversaire pour pouvoir prendre un petit temps d'avance et pouvoir te réinstaller dans une position de contrôle à un autre moment et ne jamais s'acharner sur un contrôle. C'est-à-dire que le meilleur moyen de perdre un contrôle, c'est d'essayer de le conserver. Et Brady, tu sens que ça s'est implémenté sans problème. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il sent que ça bouge un peu, hop, il passe sur un autre contrôle, il prend sa position, il envoie du grand end pound, ce qui fait que tu vois la qualité de son contrôle justement au sol grâce à ce grand end pound là, parce que tu vois qu'il peut se permettre en fait de ne pas être en mode je serre fort mon adversaire et je fais en sorte qu'il s'échappe pas. Lui, il s'en fout parce qu'en fait, il lance son grand end pound. Dès que l'adversaire réagit, il est déjà sur la suite de l'opération. Il est déjà dans son autre contrôle et il relance son grand end pound. Il rattaque une tentative de Kimura. Il est toujours sur du va-et-vient. Ce qui fait que dans ce round-là, qui est clairement pour Brady, zéro frappe d'Edwards. Zéro frappe d'Edwards. Écoute, moi, c'est simple. Hein. Ce round, je le score 18. Tu peux, ouais, Je le score 18 parce clairement. qu'il se fait amener au sol dès le premier échange. Et à partir de là, il est en mode survie totale pendant tout le round. Il y a au zéro frappe, Ouais. comme tu l'as dit. Il se relèvera plus. Il se fait attaquer le dos. Tentative de soumission, grand end point. Il y a pas mal de frappes bien efficaces. Pour moi, c'est 18. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Round 3, deux middle de Brady. Joli bras arrière de Edwards, quand même, qui l'envoie, tu vois. Et Brady qui shoot tout de suite. C'est défendu. Mais et là, voilà, encore une fois. Je l'avais dit, hein, je l'avais pas dit dans la preview. Edwards, Si, qui on va l'avait vouloir dit. lutter le lutteur Bien sûr qu'on l'avait et, dit. euh, et qui va se lancer. C'est ça. Comme Vucenic, le mec qui se jette dans les jambes, sans setup, sans Mais en rien. plus, presque pratiquement sur la même phase où tu sens un petit mieux. Tu vois, de Edwards qui, là, bon, pour le coup, Ouais. qui a passé. Il a passé, je crois, deux contres avant. Il défend une amenée. C'est la première fois qu'il arrive à défendre une amenée frontale de Brady, puisqu'il se fait. Non, deuxième. C'est la deuxième fois, puisque la fois d'avant, justement, c'est pour ça que Brady il passe dans le dos. C'est sur le double, il défend. Et après, il passe dans le Oui, il dos le et défend, il mais il se fait absorbe. amener. Il n'y a pas de rupture de contact. Il passe dans le dos, il se fait amener Oui, derrière. Là, il y a une rupture de ouais. contact. Donc, tu te dis, bon, vas-y, peut-être qu'il se réveille. Parce que, attends, ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans le round 2, à la fin du round 2, quand il va dans son coin, il est complètement éteint. Ça, faut en parler. Le mec est éteint à la même manière que quand il a affronté Ouais. Kamaru. Je le vois C'est déconnecté ça. total. Son C'est coin lui habituel. parle. Tu sens qu'il est plus là. En fait, il écoute personne. Ça se voit. Hein. Edouard, il est trop expressif sur son visage. Tu vois quand il est là ou quand il n'est pas là. Il est éteint complètement. Donc, c'est vraiment pas rassurant la fin du round 2 quand il est dans son coin. Voilà, bref. Donc, Ouais, on en est ouais, au non. moment où il shoot. Pourquoi? On ne sait pas Pourquoi? pourquoi. En plus, c'est mal fait, c'est bien défendu, c'est bien défendu de Brady qui se fait pas surprendre pour le coup. En fait, Ah ça non. surprend plus parce que ça surprend quand tu le fais sur Ousmane la première fois parce que personne s'attend à ce que tu shootes sur Ousmane.
Tu vois, tu le fais sur Covington, pareil, ça peut surprendre. C'est bon, maintenant, on sait que tu vas shooter. À un moment dans ton combat, tu vas shooter. On ne considère même plus comme le striker qui fait que striker. On sait qu'à un moment, tu vas shooter. Mais le truc, c'est que contre les autres, il shootait pas comme ça. C'est-à-dire qu'il était dans un enchaînement et il y avait un setup, tu vois. Il y avait un moment où il surprenait, boum, il allait shooter, tu sais, dans son enchaînement. Tu sais, vraiment, je te domine debout, mais c'est pas grave, je vais quand même te shooter, tu vois. Et là, non, il est parti de loin, même sans l'avoir préparé, même sans avoir fait un game plan aux petits oignons en se disant il va shooter à un moment, même si tu le sais. Mais ça part de tellement loin que quand tu as un lutteur comme Brady, parce que Brady est devenu un bon lutteur, hein, quand tu as un lutteur comme Brady, sprawler ça, mais c'est tellement simple. C'est tellement simple. Et en plus, derrière, bah là, tu prends un risque. Parce que lui, il attaque la guillotine tout de suite. T'as Edwards qui roule pour défendre, mais Brady qui prend la position montée. Edwards, par contre, voilà, c'est là où tu vois son niveau au sol, c'est qu'il arrive quand même à recomposer la demi-garde. Bon, demi-garde qui est aussi pas forcément, tu vois, défendu de ouf par Brady parce qu'il est très à l'aise dans cette position-là, tu vois, et il prend le dogfight. Mais le dogfight, le placement de Brady, encore une fois, sur la tentative de dogfight pour remonter d'Edwards, il est magnifique. Il se place très bien. Il arrive à envoyer des coups de poing à la tête des Edwards qui ont fait très mal, qui l'ont stoppé dans son dogfight. Ça montre aussi, encore une fois, sa qualité de contrôle. Parce que quand t'es pas bien dans ton contrôle, si tu permets de faire ça contre un mec comme Edwards qui sait remonter parfaitement en dogfight, il va remonter à la perfection. Et lui, il arrive à le contrôler, les épaules bien en dessous de la ligne d'épaule, et il envoie ses frappes pour stopper Edwards dans son idée en fait de remonter quoi. Donc c'est très fort, c'est très fort. Il arrive malgré tout à revenir en tortue, et puis après on est sur le schéma, on est toujours sur le même schéma avec les attaques du dos, etc. J'aime bien sa façon de prendre le dos, très simple, très propre, où il vient crocheter, tu sais, la jambe la plus proche de lui, il la maintient, il met cette tension sur le genou en ouvrant la jambe, et en même temps, il maintient le pied en l'air, ce qui fait que pour reprendre son appui, c'est mort, en fait. Et en fait, c'est des trucs basiques, mais auxquels personne ne pense quasiment. Tu vois, c'est vraiment, et je pense vraiment que le fait d'avoir fait pas mal de compètes de grappe, etc., et du coup, de s'être bien préparé en grappe, il a revu tous ces petits détails qui changent vraiment tout et qui sont très faciles à mettre en place en plus. Tu vois, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, mais quand tu le fais et que tu y penses et que tu es constant et que tu le fais tout le temps, et ben ça marche. Tu te rends compte que ça marche. Ça marche très bien. Et c'est surtout, en plus, tu sais, quand tu parles des compètes de grappling, quand tu combats, tu imagines le niveau de confiance que tu prends dans ton sol et dans ta lutte quand tu combats Craig Jones, que tu bats à la décision, et quand tu combats Richie Martinez, que tu bats à la soumission, en le dominant de la tête et des épaules. Je parle pour Richie Martinez. C'est quand t'as combattu en grappling, que t'as battu ce qui se fait de mieux dans le monde du grappling, mais tu te dis, mais derrière, c'est bon, je suis intouchable. Tu vois, dans ce domaine, je suis intouchable. Et je le redis, je le dis, je le répète. Quand tu vois ce qu'il avait fait à Burns dans le combat précédent, tu sais qu'aujourd'hui, en fait, il faut arrêter de croire que Brady, c'est un faire-valoir. Aujourd'hui, il faut vraiment compter sur lui pour aller être un prétendant au titre. Pour le coup, parce que son niveau de grappling, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Et son anglaise, sa boxe, elle est loin d'être dégueulasse aussi, tu vois. Donc c'est vrai. Et donc, effectivement, le round se finit effectivement sur ce contrôle où il prend le dos et il envoie du grand and pound. Donc voilà. Ce que j'ai aimé, moi tu parlais du coin de Edwards sur le round d'avant, le coin de Brady juste avant le fait de retourner au fight, son coach qui lui dit, écoute, ça y est, le combat il est bouclé, tu vas le contrôler et tu vas le finir. Ouais. Et force est de constater que derrière, il envoie deux low kicks anglaises, mais sans réponse de Léon. Léon Edwards, il répond pas du tout, parce qu'il envoie zéro frappe non plus dans ce round. Bon, d'un côté, il n'a pas duré très longtemps le round, mais bon. Takedown, il arrive dans la demi-garde, et là, il fait la même chose que contre Richie Martinez. D'ailleurs, je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu le petit short réel que j'ai mis un peu partout, où je fais le parallèle entre les deux soumissions, où il commence à prendre le bras, comme s'il allait l'attaquer, en tout cas, il s'installe dans le contrôle, et puis derrière, boum, il prend la guillotine à un bras, et il vient replacer sa main devant son estomac, tu vois, devant son ventre, comme ça, pour venir verrouiller la guillotine. Il s'installe, tu vois, il se met bien de côté. Il voit que
Si jamais ça résiste encore un petit peu, il a complètement l'espace pour aller rejoindre avec son autre main pour vraiment mettre une pression. En plus, dans cette position-là, c'est quelque chose de. Enfin, moi, cette guillotine-là, alors pas de la guillotine, mais de la quarter mount, tu sais, je la fais souvent. Tu sais, où je viens attaquer, quand le mec se met sur le côté, je viens attaquer la guillotine très rapidement. La guillotine à un bras. Et ça marche vraiment très bien. Bravo. Et lui, il l'a fait, mais il l'a fait vraiment pas comme moi. Moi, je sais, il faut que j'aille de l'espace et puis je plonge dessus. Lui, il vient vraiment la chercher, rentrer comme un boa, joindre ses mains. Et là, voilà, il vient, il met une pression, les amis, dans cette guillotine-là. Il y a une Voilà, c'est pression qui vrai. est énorme. Et ça se Parce que voit. vraiment, Et déjà, ça se voit visuellement. Enfin, ouais. et c'est vrai que je l'ai déjà mise et je l'ai déjà prise. C'est-à-dire que je sais ce qu'il ressent à ce moment-là. Et j'étais avec ma femme et je lui disais, il va taper. Elle me disait, mais non, on dirait pas qu'il est bien pris. Je disais, si, si, il va taper. Mais dès le début, hein, il n'avait même pas encore mis l'autre main, il était juste rentré profond. Je voyais l'angle de la tête, je sais la douleur et la tension qu'il y a sur ses cervicales, je vois les bras de Brady, je dis, il va taper. Et il tape très rapidement. Il tape très rapidement. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu fais le parallèle entre les deux soumissions, tu vois qu'il tape au même moment presque. C'est-à-dire que le temps de guillotine d'un côté comme de l'autre, tu sens que voilà, c'est fait, c'est acté, tu as tant de secondes pour que ça tape, quoi. Donc oui, non, il tape très vite. Et moi aussi, quand je l'ai vu, en fait, ça m'a tout de suite renvoyé à ce combat-là que j'ai vu. Bah, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, finalement, contre Richie Martinez. Et je savais qu'il était dans la boîte. Et puis on sait qu'Edwards, en plus, mentalement, là, ça y est, il est lui aussi dans la boîte. Et que le combat, il est fini à ce moment-là. T'en as un qui est au max, au paroxysme de sa confiance. Il sait que le combat, il est pour lui. Et t'as l'autre qui se dit, j'ai plus de solution. Donc mentalement, il est au minimum. C'était le moment parfait, tu sais, le croisement des courbes parfait qui fait qu'il pouvait que taper à ce moment-là. Mm. Fabuleux, fabuleux, c'est magnifique. Tu vois Brady qui va tout de suite voir Dana White, qui réclame son title shot, qui dit hey, frérot, tu nous as dit que le prochain c'était le prétendant, j'espère que tu vas tenir ta parole. Je pense que c'est ça qu'il a dû lui dire. Donc, donc voilà quoi, victoire par soumission, round 4. Il a éteint complètement la salle, il a éteint tout le monde. Personne ne. Il n'y a pas beaucoup de monde qui croyait en lui hein, quand même, hein, en Brady. Je crois qu'on fait partie des rares. Parce que moi, comme j'ai dit, hein, Moi, j'y croyais pas spécialement, hein. Je voyais Edwards. Moi, je voyais Edwards, hein. moi, comme je t'ai dit tout à l'heure en off, quand j'ai dit la logique veut que ça soit Edwards, je dis ça parce que au fond de moi, je sais que c'est Brady qui a des chances d'aller chercher le fight. En fait, en ayant revu son fight contre Gastelum, en ayant revu son fight contre Burns, en ayant revu son fight contre Richie Martinez, je me dis, il y a un monde, il y a un gros monde où il emballe le fight, quoi. Après, le Ouais, seul truc, ouais. c'était est-ce qu'il était capable de l'amener au sol? Il a montré qu'il était capable. Moi, je le Donc, voyais, même si je voyais un chemin, alors minime, hein, parce que je voyais quand même Edwards bien favori, et le chemin que je voyais pour Brady, je le voyais pas aussi facile, tu vois. Il lui a roulé dessus. Là, on peut vraiment, il lui a roulé dessus. ouais. Personne n'a fait ça, Edwards. Non, parce que même Belal, enfin quoi, ah, si peut-être Belal, enfin si Non. Belal, il a fait ça dans le dernier fight, mais en fait, il a été chercher la décision quand même, tu vois. Ouais, mais même, je crois même que sur les derniers rounds, il accélère un peu Edwards. Il a un peu plus de succès, il se retrouve au-dessus, etc. Il n'y a pas un moment Il où. faudrait que je revoie. J'ai plus le combat en tête. Faut que je sais qu'il y a eu une grosse domination de Belal. Ouais. Maintenant, j'ai plus le combat Mais exact en tête. pas de cette manière. Et pas de Pas de cette cette manière. manière. Franchement, il n'y a pas une phase où Edwards il prend le dos à Belal. Peut-être, faudrait que je revoie le combat. J'ai Il me plus le combat en semble. tête. Dites-moi dans les commentaires, mais il me semble. C'est vrai que je t'avoue que ce combat, j'ai pas envie de le revoir. Mais ouais, donc dites-nous dans Si, les commentaires. Mais si, c'est je le énorme. reverrai, je le C'est ouf. reverrai si quand ils annonceront le combat contre Brady, tu vois. Je le reverrai pour voir justement la différence qu'il y a eu entre les deux dans ce combat-là, tu vois. Ouais, ouais. Non, non. Grosse perf. Moi, je pense qu'il sera le prochain. Je pense, là, j'ai vu le classement, il est classé premier, hein, d'après la première place. Ah, il Je a pris la pense qu'il place va d'Edwards. devancer Shafkat parce que l'UFC a besoin d'un champion américain de toute façon. Donc là, c'est une aubaine pour eux hein, de placer un Américain sur un combat pour le titre. Contre qui? Contre Jack ou contre Belal? Moi, je préfère le voir contre Belal. Moi aussi. Je veux Même si cette le combat, revanche. ouais, je veux cette revanche. Même si le combat contre Jack, c'est un combat de fou, hein. Mais ouais, je veux voir cette revanche. Je veux voir les modifications qu'il pourrait apporter sur la revanche.
Je veux voir la modification qu'il peut apporter sur la revanche. Alors, il y a Belal justement qui se glorifie de dire oui, il a suivi le blueprint, oui, tu vois, nanani, nanana. Il se met en avant au travers de ce combat-là. Mais non, il a fait mieux que toi. Alors oui, effectivement, la boxe en ligne, la boxe en pression et suivi de la lutte et tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est aujourd'hui un blueprint pour battre Edwards. Tu sais, quand tu mets la pression en anglaise, que tu vas le shooter très vite. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un blueprint, mais il l'a fait mieux. Il l'a fait mieux. Faut forcer de constater qu'il l'a fait mieux. J'aimerais voir effectivement ce combat contre Belal, voir si Belal il est capable de stopper le Brady 2.0. Parce que pour moi, il y a vraiment un renouveau chez lui, chez Brady. Donc vraiment, je veux voir ce fight-là. Contre Jack Della Maddalena, de toute façon, je pense que le fight, il va pas faire un pli. Franchement, honnêtement, c'est un Brady comme on l'a vu là. Je pense que contre Jack Della Maddalena, il y a pas match. Ah, je suis Vraiment, d'accord. je pense qu'il y a pas match. Ouais, je pense il le surdomine au sol. Ouais. Même Et, s'il est euh, très et, fort, hein, De La Maddalena, il est vraiment très fort. Mais c'est vrai que Brady, il a passé un gros step là. et surtout, il y a un point qu'on n'a pas dit, mais le cardio. Zéro baisse de régime sur 4 ans. Ouais, bah après, il reste dans son monde, tu vois. C'est lui Ouais, qui mais quand dicte même. le rythme. C'est lui qui, ouais, tu sens qu'il est tranquille. Là, il peut faire 10 rounds à ce rythme-là. Et tu le vois à l'inter-round, alors il se fait masser un peu les avant-bras, c'est normal, parce que bon, comme tout grappleur, au bout d'un moment, tu congestionnes un petit peu, mais tu le vois même pas halter, quoi. Tu vois, c'est vraiment, il est là, il est serein, il parle dans son coin comme si de rien n'était, il est debout. Il est debout, il n'est pas assis dans son coin, il est debout. Donc vraiment, en termes de cardio, il est là. Donc ça va être dur d'aller le chercher. Et le combat qui m'intéresse aussi énormément, c'est contre Shafkat. Ouais, Brady Shafkat, je signe tous les jours. ouais. Tous les jours, je veux voir un Shafkat confronté à un grappleur de ce niveau-là, puisque c'est un mec qui soumet et tout ça. Donc je veux le voir, un mec qui va lui mettre beaucoup de rythme, qui va lui rentrer dedans. Je veux voir ce combat. Ça m'intéresse énormément. Tu vois, ça, c'est un vrai test. Pour moi, tu vois, ça, Brady, là, le Brady d'aujourd'hui, c'est un vrai test pour Shafkat. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, si jamais Shafkat se remet et qu'ils veulent faire une demi-finale Shafkat-Brady, je signe aussi. Ouais, c'est les deux possibilités de toute façon. Ça, c'est les deux choix qu'ils ont, l'UFC, je pense. Donc, ouais, écoute, pas mal. Et des descentes, sacrées descentes de Léon Edwards, hein. Léon Edwards, là, ça s'annonce compliqué, hein. Ouais. Après, la Mentalement, question, tu c'est. sens qu'il est pas là. Mentalement, c'est très difficile, Edwards. Maintenant, tu sais que si tu arrives à le mettre en difficulté, à le dominer un petit peu, tu sais qu'il craque. Parce que c'est ça, hein, vraiment, il est amorphe. Alors oui, il reste encore bon parce que la manière dont il défend, dont il arrive à recomposer, dont il arrive à remonter tout sur un Brady de ce niveau, il n'y a pas grand monde qui va faire ça dans la KT, hein. Non. Donc ça démontre encore une fois de plus le niveau au sol de Edwards qui est censé être un striker, tu vois. C'est du très haut niveau au sol, Edwards. Maintenant, là, je vois sur les autres adversaires qu'il pourrait prendre, honnêtement, c'est compliqué pour Edwards. Parce que même un Ousmane, je suis pas sûr que ça repasse cette fois-ci, quoi. Ouais, je suis pas sûr que ça repasse. Moi, s'il y avait un combat contre le combat initialement prévu contre Maddalena, déjà, j'avais fait ma petite analyse de mon côté. Moi, je voyais Maddalena gagner, hein. Grâce à son Mhm. anglaise, grâce à la pression qu'il allait lui mettre. Tu vois, on aurait eu un Edwards en gestion comme d'habitude, mais qui aurait fini par se faire connecter une bonne fois et Maddalena qui aurait capitalisé dessus. Donc non, ça, ouais, je sais pas quoi penser pour la suite de Edwards. C'est fou comment tu peux passer du statut de je suis le meilleur, parce que clairement, moi, je le voyais perdurer en tant que champion. Je voyais peu de gens lui poser de problèmes, au statut où quasiment tout le top 5 peut te battre, quoi. Ouais. Bah, tu sais, après, il passe un Kamaru Usman sur le fil, avec un setup qui était déjà prévu, puisqu'on l'avait dit, contre Belal, il avait fait la même chose. Mais finalement, c'est un coup de génie qui aurait pu passer comme pas passer. Et puis finalement, derrière, il a su capitaliser. Il avait cette aura de champion qui faisait qu'il avait passé un step en termes de confiance. Donc ouais.
Et effectivement, avant, il était aussi sur une grosse série. Mais en fait, le truc, c'est est-ce que mentalement, tu vois, quand t'as galéré autant, tu sais que l'UFC te fait galérer autant pour devenir champion, que tu deviens champion, que tu perds ton titre, et que derrière, tu sais que l'UFC va te refaire galérer, en fait, déjà, mentalement, est-ce que t'es pas déjà brisé par ça, tu vois, en se disant, ouais, bah, de toute façon, à quoi bon, quoi? À quoi bon? Je sais que derrière, j'aurai pas ma chance. Et là, tu sais, on m'a posé, enfin, tout le monde s'est posé la question. euh, Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le truc, c'est que limite, on retire à Brady sa performance en disant, mais Edwards, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui a fait que? La question, c'est qu'est-ce qui a fait que? Pourquoi Non, 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 il a non. été dominé comme ça? Non, non, Brady, Il les n'avait pas de amis, solution. il faut pas lui retirer sa victoire. Il a été très, très fort, très, très bon. Et peu importe le Edwards qu'on aurait eu ce soir-là, de toute façon, à tes souhaits, de toute Merci. façon, peu importe le Edwards qu'on aurait eu ce soir-là, et je pense qu'on n'avait pas un mauvais Edwards, hein. C'est juste que Brady, il a été meilleur. Point. Il a été très, très bon. Un Ouais, je niveau suis de d'accord. grappling extraordinaire. Et même en anglaise, même en boxe, il a fait ce qu'il fallait. Il a fait exactement ce qu'il fallait pour mettre sa boxe au service plutôt de son sol. Point. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, on n'a pas eu un mauvais Edwards. Bah, on l'a dit, hein, au sol, c'était très solide en défense. Et puis même debout, finalement, on l'a vu que sur le premier round en vrai. Mais sur le premier round, il était très précis. Il faisait, comme on l'a dit dès le début du combat, quand tu vois le début du combat, tu te dis, ah, il est bien. Tu vois, il commence bien, il fait exactement ce qu'il faut faire. C'est juste qu'il n'avait pas de solution pour contrer ce que Brady lui proposait. Donc, ouais, félicitations à Sean Brady. Je me suis planté sur tous mes pronos sur cette carte, sans exception. Donc, ouais. Mais Même écoute, en termes c'était de game plan, un bon même UFC. en, Ouais, en même en termes de termes game de plan. game plan, tu sais, quand on dit oui, le game plan, il était pas bon, machin, tatati, tatala, je pense que de toute façon, game plan, pas game plan, bon ou pas bon, de toute façon, en fait, à partir du moment où c'est trop dominant, t'as beau avoir un game plan, t'as beau avoir ce que tu veux, quand c'est trop dominant, c'est tout. Qui dit ça? Qui a dit ça? Parce que je vois pas bien quel game plan différent aurait pu faire Edwards. Déjà, on sait même pas quel game plan il avait, puisqu'il s'est fait rouler dessus dès le début. Donc, on peut pas présager de ce qu'il aurait pu faire ou de ce qu'il voulait Hmm. faire. Mais je vois pas ce qu'il aurait pu faire de différent sur les phases où on l'a vu debout, tu vois. Il faisait ce qu'il fallait faire. Ouais, Il n'a pas eu de ouais. défense en lutte. Il a eu aucune défense en lutte. Bah, enfin, en lutte, il a su défendre, je te dis, dès que ça venait en ligne sur un double leg, il savait défendre, sauf que dans un cas, il a réussi à passer dans le dos, il a réussi à l'amener. Dans l'autre cas, il l'a pas amené tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Bon, après, il Mais l'a ramené lui-même. Donc, mais oui, il y est allé du même. Il y est allé du même. Mais à part ça, à part en fait cette erreur conne, effectivement, où encore une fois, comme pour Vucenic, tu te dis niveau fight IQ, ça se pose là. Mais à part ça, qui est un détail, enfin, tu sais, c'est un élément sur 4 rounds. C'est un élément sur 4 rounds. Tout le reste, il s'est fait laver. Point, ouais, mais c'est tout. Il y a pas, c'est tout. là où Brady il a été intelligent, c'est que Edwards, quand il se fait amener, parce qu'il se fait amener, hein, c'est pas impossible de l'amener, Bien sûr. c'est que c'est vers la cage. Et c'est pour ça que Brady ne cherchait pas la cage. Il voulait du grappling, du vrai grappling. Et à partir du moment où tu n'as plus la cage pour t'aider à te relever, ça change tout. C'est un autre jeu. Et c'est pour ça que Brady a été très fort et que finalement, il n'a pas besoin de 10 000 takedowns. Quasiment un takedown, ça lui assure le fait qu'il ne se relèvera plus jamais. C'est fini. Exactement. Finalement, sur le contrôle, c'est là où il a été très fort. C'est pas sur les amener, parce que les amener, tu peux amener Edwards deux, trois fois dans le round, mais s'il se relève à chaque fois, ça ne sert pas à grand-chose. Là, dès qu'il l'amenait, tu savais que c'était terminé. Il perdait le round. Et c'est là où le combat contre Belal, il est intéressant, en fait. C'est de savoir s'il est capable de l'amener une fois. Moi, je pense que s'il amène Belal au sol, il va le dominer de la même manière. Maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il est capable de l'amener. C'est ça la Ouais, vraie question. Et ouais, c'est là où cette revanche, elle est intéressante, tu vois. ouais. Mais par contre, là où il y a une possibilité d'aller soumettre pour Brady, il n'y aura jamais de possibilité de soumettre pour Edwards. Pour Belal, Bon, et là, tu vois. ouais, je suis d'accord. Donc ouais, non, non, ce combat, il était exceptionnel. Il était exceptionnel. Donc bon, bah moi, je sais pas, il y en a beaucoup qui ont critiqué cette UFC en disant que c'était pas un UFC ouf. Alors effectivement, le public, il avait pas l'air d'être ouf. En plus, moi, je sais pas comment c'était sur la rediffusion française,
Mais moi, sur la rediffusion américaine, c'est vrai que les Fight Night, c'est pas comme les UFC numérotés, quoi. C'est mal monté. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire Mais que tu t'as des sens qu'il n'y moments a de pas le même blanc. budget. Ouais, tu le sens. Ouais, c'est ça. T'as des moments de blanc, t'as des moments où il n'y a pas de son, t'as des moments où t'entends pas le public parce qu'en fait, ils coupent le son. Et puis, t'as des moments où ça cut un peu, tu sais, où t'as la décision qui arrive comme ça, tu sais, t'as pas ce même décorum autour de l'annonce de la décision. T'as, t'as vraiment ce truc où tu sens que c'est ouais, un peu plus bâclé. Et je pense que c'est ça qui joue aussi sur le côté ambiance de l'événement, en fait, quand t'es derrière ta télé. Après, il y en a qui disent que même sur place, genre le public, il était éteint. Après, bon, bah, faut forcer de constater que les Anglais aussi, ils ont pas fait une sacrée soirée, donc forcément, bah, derrière, bon, bah, ça refroidit la salle, quoi. C'est tout, Ouais, c'est tout. ah, c'est vrai. Donc bon, moi en tout cas, niveau fight, à part le co-main, j'étais satisfait. Oui, oui, moi je suis d'accord, hein, surtout qu'on a vu quand même pas mal de phases de sol et de phases intéressantes. Donc Ouais. on peut que être satisfait. En fait, ça fait du bien d'avoir du vrai niveau en grappling pour une fois sur un UFC. C'est vraiment, moi, c'est ça qui m'a fait kiffer, c'est que il y avait du vrai niveau en grappling sur un UFC. T'avais du grappling de qualité. T'avais pas que de je t'amène au sol, je te contrôle et puis je me relève à la cage. C'était vraiment du grappling de qualité. T'avais des tentatives, t'avais des soumissions, t'avais des tentatives de soumission, t'avais du jeu de passage, t'as du leg drag, enfin, tu vois, t'avais plein de choses. T'avais plein de choses à analyser. Alors, certes, il faut avoir les clés de lecture pour le lire, donc je comprends qu'il y en a plein qui, sans les clés de lecture, bon, bah, kiffent pas. Mais éduquez votre œil, s'il vous plaît. En fait, c'est ça le truc. Éduquez votre œil. Regardez des vidéos techniques. Regardez ma chaîne Alpha Fight Club. Sur, non, mais essayez d'éduquer votre œil sur le sol, vraiment, parce que c'est vraiment le sol quand vous avez les clés de lecture, c'est beau, c'est classe, c'est bien, c'est propre, ça donne de l'intérêt à voir ce genre de match. Et je vous jure, ça change du striking pur et dur comme on a l'habitude de voir. Vraiment, en voyant ça si vous avez un œil affûté et qui sait lire le sol, vous allez kiffer votre soirée. Tu vois, ça fera que en fait, vous passerez plus de bonnes soirées en fait si vous éduquez votre œil finalement. Vous serez content quand il y aura du striking, vous serez content quand il y aura du beau grappling. Et là aujourd'hui, il y avait du beau grappling, donc c'était un vrai kiff. Ouais. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour de cette UFC Fight Night. Ouais, c'est clair. Donc, bah, il nous reste plus qu'à vous dire de liker, commenter, partager, cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Le lien vers un Fight avec le code Tatami10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site qui est en description. Le lien Tipeee aussi si le cœur vous en dit. Et puis nous, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!